Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandits. Aujourd'hui un petit numéro un peu spécial parce qu'il se passe plein de choses sur les planètes longue distance, sur les planètes courte distance, il y a plein de planètes qui bougent. Et puis bien sûr pour ce numéro-là qui fait suite à un beau numéro juste avant, on est avec Arnaud et pour dire bonjour à tout le monde, bonjour Arnaud. Salut Mika, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que la semaine se déroule comme vous l'aviez espéré. La semaine dernière on avait débriefé le Tessin. Et puis on avait annoncé qu'il allait se passer deux trois choses sur la planète Ironman. On avait un petit peu vu juste parce que c'était un peu festival la semaine dernière. Ouais, il y avait pas mal, il s'est passé pas mal de choses le week-end dernier avec pas mal de Français qui sont qualifiés pour la grande messe d'octobre. Et puis moi je voulais juste en profiter un petit peu avant pour dédier ce numéro à un super copain à moi qui est parti avant-hier. Et c'est quelqu'un avec qui j'avais débuté le triathlon. Enfin, lui, il avait débuté un tout petit peu avant moi, mon pote Didier, et on s'était retrouvés dans le petit club de triathlon qui avait été créé par Grégoire Millet, qu'on aura très certainement sur le podcast. On attend de faire aligner les planètes au niveau du timing, qui s'appelle le Jura VO3 Max. Et mon pote Didier était là, et c'était quelqu'un qui était jovial et drôle comme on en rencontre peu. Et puis la vie faisant, chacun professionnellement, moi mon départ en Asie, etc. On s'était un petit peu perdu de vue. Et il y a 3 ans, à un moment où j'étais un petit peu pas en difficulté, mais je savais pas trop quoi faire avec ma vie, passer la cinquantaine. Est-ce que je reprenais une carrière professionnelle? Est-ce que je faisais autre chose? Est-ce que, enfin voilà, on se pose souvent des questions. On a souvent des moments dans la vie où c'est un petit peu compliqué et ça peut paraître con, mais des fois c'est un petit peu compliqué d'en parler à certaines personnes. J'avais envoyé quelques CV dans des piscines à droite à gauche. Un de ces CV est arrivé dans une petite ville de la côte vaudoise en Suisse, qui a ensuite été transféré sur le bureau du responsable de cette piscine, qui était mon pote Didier, ce que je ne savais pas du tout. Il m'a appelé, il m'a dit, on s'est parlé 5 minutes au téléphone, il a dû sentir quelque chose et il m'a dit, écoute, si tu veux, tu commences demain. Et je lui ai dit, mais j'ai pas de permis de travail. Et il m'a dit, bah écoute, c'est pas un problème, je m'en occupe. Et il m'a tendu la main, et puis ça m'avait vraiment fait du bien à la tête à ce moment-là. Et puis on a passé 2 belles saisons ensemble, au point qu'il il a même fini après par embaucher ma femme dans une autre piscine dont il s'occupait. Et puis il est tombé malade l'année dernière, un petit peu après la saison d'été. En fait, on sait pas trop exactement, mais voilà, cancer du foie, pancréas, et puis ça s'est vite dégradé et il est parti mardi beaucoup trop tôt, la petite soixantaine. Donc petit message derrière, c'est qu'il faut quand même vachement en profiter parce que c'est des choses qui arrivent et ça arrive pas qu'aux autres et c'est bien triste quand ça arrive et on a toujours l'impression que c'est les meilleurs qui partent, mais c'est vrai que c'est malheureusement un petit peu souvent le cas. Et mon pote Didier, il va bien nous manquer à beaucoup de monde parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement impliqué dans tout ce qui était Assos et tout ça. Et c'était un vrai bon gars. Et puis et c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à tendre la main aux personnes qui étaient un petit peu dans les sables mouvants des fois. Et moi, je l'avais vécu en première ligne. Et vraiment, c'est des choses qui sont enfin, voilà, que je souhaitais marquer et puis il va certainement manquer à beaucoup de monde. Enfin voilà mon Didier, bon voyage et puis fais bien rigoler tous ceux qui sont là-haut parce que je pense que vous avez tous passé du bon moment. Ah, voilà, c'était une petite aparté, mais je tenais vraiment à en parler parce que c'est vraiment quelqu'un qui pour moi était vraiment important. Retour à cette actu de la semaine. Moi, je voulais parler d'un petit sujet qui est lié à l'actu en fait, mais c'est où on se rend compte qu'Ironman nous fait quand même des fois des réglementations à géométrie variable, puisque on a vu sur le 73 de Nice, parce que le week-end dernier on avait l'Ironman, le full de Nice et le 73 de Nice, on a vu une double championne du monde Ironman courir en groupe d'âge, euh, atomiser évidemment la concurrence sur le 73. Savoir que dans les règles Ironman, normalement, quelqu'un qui a une licence pro Ironman ne peut pas courir en tant que groupe d'âge pendant les 12 mois après l'expiration, 18 mois pardon, après l'expiration de sa licence pro. Bah là, Annie Haug, dont c'est le cas, elle a bien une licence pro.
et on lui a quand même ouvert grandes les portes du 73. Alors c'est pas forcément un énorme problème en soi, c'est juste étrange. Et j'ai surtout trouvé ça étrange dans le fait que ça intervient juste une semaine après le PTO San Francisco, où Annie Haug, elle avait déclaré qu'elle ne pouvait pas courir parce qu'elle ne souhaitait pas aggraver ses problèmes de santé. Et une semaine après, elle était quand même remise vachement vite et courir sur le 73 à Nice en groupe d'âge. J'ai trouvé que c'était quand même surprenant. En gros, je me demande ce qui se passe. Je sais pas si le PTO, j'aimerais bien avoir Sam Renouf au téléphone pour qu'il nous parle un petit peu de ça parce que c'est quand même très surprenant. Bah, c'est là-dessus où je voulais rebondir vraiment, c'est que le cas Annie Haug est certes particulier, mais entre Ironman, c'est un peu à géométrie variable, et ça, entre guillemets, on le sait. C'est plus ou moins flexible en fonction de l'aura de l'athlète, on va dire. Mais par contre, c'est que se passe-t-il chez PTO et surtout sur entre guillemets, le team féminin, parce que ils prennent deux claques coup sur coup là, puisque Lucy Charles, la semaine d'avant, qui dit je suis sur le PTO à 100% et qui du jour au lendemain dit bah non, finalement, ça fait plusieurs semaines que je suis à Nice et au final, je vais faire la course pour pouvoir venir défendre mon titre. Moi, j'avais vu qu'elle était à Nice, j'avais pas vu qu'elle voulait défendre son titre parce qu'elle avait dit depuis le début qu'elle voulait pas y aller. Donc là, c'est un premier gros revers, je pense, parce que c'est un vrai changement de posture, c'est un vrai changement de com. En gros, c'est un peu je quitte le navire quand même, sans le dire, mais parce qu'elle dit pas la suite, elle dit pas si elle va continuer à courir sur PTO ou pas. Et Anne Haug qui dit je peux pas être à San Francisco parce que je suis blessé, je veux pas mettre ma santé en danger. Et une semaine après, qui claque un 1,13 sur un semi à Nice où la course elle est pas spécialement, enfin c'est pas une course de repos quoi, puisque elle a mis, elle met 10 minutes à tout le monde. C'est ça serait vraiment intéressant à savoir ce qui se passe dans l'arrière boutique parce que je serais à la place du bord de PTO, je commencerais un petit peu à me poser des questions quand même. Ouais, et c'est vraiment typique du groupe d'athlètes féminines. En fait, on se rend compte depuis sur les 3 courses du début de saison du PTO, il y a beaucoup plus de wildcard et il y a beaucoup plus de DNS, de Did Not Start sur les courses du T100 du côté féminin que du côté masculin. Et je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas franchement d'explication, mais je pense que ça mériterait d'avoir le point de vue d'athlètes qui courent là-bas parce que c'est quand même étrange, ces revirements de situation. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser que c'est une affaire de pognon. Et Ironman, est-ce qu'Ironman a décidé de casser la tirelire? On sait tous, hein, ça a été très présent sur les réseaux, qu'Ironman a énormément de difficultés à remplir leurs 2 championnats du monde, surtout et principalement le championnat du monde femmes à Nice, où les slots qui sont attribués aux courses ne sont pas alloués parce que les gens veulent pas y aller. Et c'est pas que les gens veulent pas aller faire un championnat du monde, c'est que c'est juste trop cher. Et à mon avis, il faut pas chercher plus loin que ça. Il y a 2 raisons principales pour moi. Le prix de l'inscription, peut-être que le placement dans le calendrier est pas si judicieux que ça, et le fait que vous pouvez faire cette course-là pour 600 € alors qu'on vous en demande 1600 plus change sur le plus tard dans la saison. Donc ça, c'est vraiment une question sur qu'il faudrait que le PTO, que l'Ironman se pose et creuse un petit peu. Et je pense que pour eux, la communication autour d'une athlète telle que Lucy Charles Barclay a peut-être tendance à ramener un petit peu de concurrente et de légitimité à cette course de Nice. Et faut pas oublier qu'à 1500 €, si jamais il signe, ça motive 100 personnes de plus à venir faire la course. On parle quand même de 150 000 balles, même s'ils ont fait un chèque de 30 000 à Lucy Charles pour venir participer à l'Ironman de Nice. Je pense que ça fait un petit peu d'argent quand même, quoi. Donc, à mon avis, la seule raison derrière ça, c'est stratégique pour redonner de la légitimité et de l'attrait à la course. Et puis en plus, s'ils peuvent balancer une branche dans la roue avant du Tesson, à mon avis, ils vont pas se gêner, quoi. Et je pense que ça serait vraiment intéressant. J'avais dit que je le ferais, je l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps.
mais le fameux CEO d'Ironman qui a donné une interview à Triathlète US, j'aimerais bien savoir parce que je pense qu'il doit y avoir un revirement de situation dans les backstage chez Ironman pour pouvoir inverser cette tendance qui est quand même assez marquée. C'était sur Tristad, je crois, où ils avaient dit entre 2017 et 2023, il y avait quand même 47% de départs en moins, de dossards vendus en moins sur la distance Rennes Full Ironman sur le label. Ce qui est énorme en Ah 5 ouais, ouais, ans. non, mais c'est gigantesque. Alors, dans le même temps, la pratique sur le 73, elle a explosé. Mais euh, il y a un vrai problème de désintérêt des athlètes sur le longue distance, le full distance, en fait. Je suis pas sûr que ce soit un désintérêt. C'est pas un désintérêt. C'est Ironman qui tue la poule aux œufs d'or. Rappelle-toi, on est des dinosaures, mais moi en 2001, j'ai signé à Roth pour 1200 francs, parce que je m'étais inscrit en 2000. Ça fait 180 euros. Aujourd'hui, c'est 680 euros, que ce soit Roth, Nice, tout ce que tu veux. Et dans ces temps de crise, augmenter le prix d'un truc qui est du loisir, là où tout le monde se serre la ceinture un petit peu, je trouve ça un peu cavalier. Et à l'inverse, donc moi dans tes athlètes, je sais pas comment ça se passe, mais chez les miens, d'habitude, allez, on va dire grosso modo entre 25 et 30, j'ai que des gens qui font du label, soit du half, soit du full. Et puis j'en ai deux, trois qui vont faire du X3, du halfman, du tout ce que tu veux. Là, cette année, j'avais que trois personnes qui faisaient du label. Tous les autres étaient sur des courses Frenchman, Bayman, des courses qui sont sur les mêmes distances, qui ont un statut et une organisation qui est largement aussi bien, des difficultés qui sont peut-être pour les gens qui sont fidèles sur la distance Ironman, des gens comme toi et moi, bah, si on va faire une course pour la 8e fois, c'est parce qu'on l'aime bien cette course. Mais à un moment donné, la finir pour la finir, quand tu as payé 300-400 euros et que tu vas faire la même course, souvent avec des standards qui ont tendance à diminuer parce qu'il n'y a plus les villages, il n'y a plus tout ça, mais tu la payes 2 fois plus cher, bah non. Au bout d'un moment, tu vas changer de boutique quand même. Et je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Ouais, ouais, c'est la chimère à plusieurs têtes, en fait, hein. Je pense, c'est comme dans beaucoup de choses, il n'y a jamais une seule raison. Mais l'aspect financier, c'est clair que ça fait un poids phénoménal. Et puis, il faut pas oublier non plus, faut pas, enfin, moi j'ai toujours considéré que sur un Ironman, il y avait quand même une grosse partie des gens qui s'inscrivaient, qui souhaitaient voir comment ils se positionnaient par rapport à la possibilité de récupérer un slot pour Kona. C'est-à-dire que même si sur une course où il y avait 1500 ou 2000 partants, il y avait 40 ou 50 slots, j'ai toujours été persuadé, et moi je le vivais dans mes athlètes, je pense qu'il y avait 400 à 500 participants qui souhaitaient s'inscrire avec soit le souhait d'obtenir un slot, soit le souhait de se mesurer et de voir comment ils se positionnaient au niveau performance par rapport au mec qui récupérait le slot. Dès l'instant où il y a un désintérêt sur l'objectif final qui est d'obtenir un slot pour la plus grosse course de l'année, euh, bah forcément tu perds de cette partie-là, quoi. Tu perds ces gens-là perdent leur intérêt. En plus, aujourd'hui, on voit qu'il y a des courses, les Philippines, l'Ironman Philippines, qui avaient l'habitude de faire le plein, là, se retrouve avec 350 participants. 350 participants pour organiser un full. Et je pense que d'un point de vue économique, c'est pas des choses qui fonctionnent, quoi. Plus, euh, je veux croire que la majorité des athlètes sont des athlètes qui veulent avoir une course qui soit quand même plutôt honnête et plutôt fair, c'est-à-dire sans trop de drafting. Et l'immense majorité des courses Ironman récemment, c'est quand même un putain de chantier, c'est-à-dire que on a perpétuellement des vidéos, des photos, d'énormes groupes, même au niveau des athlètes pros. Et je pense que ça tue un petit peu l'intérêt pour beaucoup de personnes. Et Ironman avait eu un des gros changements qui avait été mis en place par Andrew Messick sur la fin de cette période-là, c'était d'avoir toujours sur un full un 73 en même temps. Et vous multipliez le nombre d'athlètes sur le parcours au même moment, quoi. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques foules où il y avait un 73 en même temps, même si les départs étaient pas en même temps et tout ça, c'était vraiment, enfin, c'était scandaleux. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une densité de personnes sur course. Alors, un, ça rendait les trucs dangereux, et deux, ça faisait chier tout le monde parce que vous vous retrouvez avec une quantité de vélos sur le parcours qui était vraiment pénible. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais en amont, surtout. C'est que
Aujourd'hui, il y a une statistique qui est effrayante, je trouve, sur Ironman. 50% des gens, au départ d'une course, sont des first-timers. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils prennent le départ de cette course, sur les distances. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que ce sont des one-shots ou est-ce qu'il y en a qui vont revenir. Et ça, par contre, je le vois de plus en plus. Aussi, j'ai des demandes sur lesquelles, des fois, je suis vraiment un peu frileux et j'ai vraiment raison d'être frileux des fois. Les gens ne prennent pas conscience du défi que c'est. Moi, c'est un truc vraiment, c'est un sujet sur lequel je voudrais qu'on appuie aujourd'hui. S'il y a vraiment un sujet sur lequel je voudrais qu'on appuie, c'est celui-là. On avait dit qu'on parlerait d'Embrun et c'est encore pire là-dessus. Aujourd'hui, les gens tombent amoureux d'une discipline via un peu les réseaux sociaux. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Oh Il est ben revenu. 100%. L'impact des réseaux sociaux sur cette pratique-là, elle est Il est gigantesque, énorme. si tu veux. Il est énorme. Il est énorme. Les gens reviennent avec des beaux sacs, avec des médailles, ils sont fit et ils ont des histoires à raconter. Et après, ils regardent des vidéos. Ça dure 20 secondes ou 6 minutes, ou de temps en temps, il y en a qui poussent jusqu'à 20 minutes parce que les beaux reportages de l'équipe sont très très bien faits. Mais du coup, on se dit, tiens, je vais faire ça. Et ce qu'on se disait en début d'année, c'est que l'Ironman ou le half, c'est le marathon ou le semi-marathon des années 80. Sauf que les gens n'ont pas conscience du tout de l'enjeu que c'est. Courir 21 km, c'est déjà pas facile. Mais quand en plus, il faut que tu nages un peu avant et que tu pédales 90 bornes, ben c'est pas si accessible que ça. Tout le monde peut le faire. Mais quand tu signes et que tu cliques sur un dossard, c'est une vraie aventure. Et c'est, j'embarque tout le monde parce que c'est pas un sport qu'on fait en s'entraînant 3 fois par semaine. Tu peux faire un semi en courant 3 fois par semaine, sur plusieurs semaines, il n'y a pas de souci. Mais tu fais pas un half parce que tu l'as décidé il y a 15 jours. Et c'est une vraie, c'est un vrai mode de vie. C'est un vrai challenge à la fois physique, à la fois mental, à la fois organisationnel, parce que dans la famille, ça change tout. Moi, il y a des gens qui venaient me voir, mais c'est des demandes qui n'existaient pas il y a quelques années. Ben, je veux m'entraîner la semaine, j'ai quasiment le temps parce que je suis quand même entrepreneur, donc du coup je peux m'organiser, mais j'ai du temps. Mais par contre, je veux pas, texto, hein, on me l'a dit, hein, je veux pas m'entraîner le dimanche parce que je veux garder un rapport sain avec le sport. C'est des phrases. À l'époque, les triathlètes, moi quand j'ai commencé, le dimanche c'était sacro-saint, sortie longue et enchaînement long. Ah ben c'est C'était, clair. c'était non négociable. Il y a des gens, tu dis dimanche, c'est poulet rôti et tout ce que tu veux. Nous, dimanche, mais moi, le dimanche, c'est sortie longue, quoi. Et c'est un changement de paradigme complet. Et les gens, du coup, qui se lancent sur le half comme ça, c'est déjà pas si facile que ça. Mais par contre, c'est bien de mettre le pied à l'étrier en se disant, ben, je vais passer sur un gros défi et je vais prendre la mesure du truc. Et puis en se disant, tiens, je fais un S ou je fais un M et je prends déjà une petite clacasse et donc du coup, faut que je corrige le tir. Et c'est très bien. Mais encore une fois, avec le pied dans la natation et dans... Ça, c'est quand même... la natation, c'est quand même une discipline qui est largement sous-estimée. Il y a des gens qui disent je vais passer 2 heures à faire mon semi, il faut que je cours, je vais passer 3 heures sur le vélo ou 4 heures, parce que 3 heures sur un half, il faut savoir rouler déjà. Mais les 1900 premiers mètres, ils se font pas comme ça. Les 3800 mètres, ils se font pas comme ça. Et souvent, cette discipline-là est négligée. Donc les gens, ça ne sont pas nageurs, mais ils veulent pédaler, ils veulent courir. Et non, un 3008, 180, 42, j'aimerais qu'on démystifie un peu cette distance-là. Faut faire un petit peu, je pense, le parallèle avec le trail et les ultras, quoi. C'est-à-dire qu'il y a allez, la fourchette, il y a une dizaine d'années en arrière, on s'est retrouvé avec des mecs qui étaient des coureurs du dimanche, et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est-à-dire c'était des coureurs à relativement faible volume, qui s'embarquaient sur des grosses aventures humaines qui étaient des 100 km ou des 100 miles en trail. Et moi je l'ai vécu, j'en ai fait dans le coin ici, et on se rendait compte que quand il y avait des parcours qui étaient un petit peu trop roulants, il y avait des mecs qui râlaient à l'arrivée parce qu'ils étaient obligés de courir, quoi. Donc, et moi, je comprenais pas le truc. Et en discutant avec des mecs qui étaient un peu spécialistes au niveau du trail, ils me disaient c'est une grosse tendance. On a des mecs qui arrivent sur le super long et qui sont le super long pour moi, c'est au-delà du double marathon, au-delà du 80 km, quoi. Avec des mecs qui étaient pas forcément super fit et préparés pour ça et qui choisissaient du parcours difficile parce que quelque part plus c'était difficile, moins il y avait à courir. Et marcher, on sait qu'on peut tous marcher sur des grosses distances. Et puis, on a vu, petit à petit, on a eu de la perte au feu sur les grosses courses de 100 km ou plus, où il y a eu un petit peu moins d'inscrits.
mais il n'y a pas eu de personnes qui ont tellement abandonné le sport. Il y a eu un transfert vers une pratique un petit peu plus raisonnée et raisonnable. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les courses sur route, les semis et les marathons sur route font le plein quasiment un an à l'avance. Il suffit de regarder les gros marathons en France. C'est pour récupérer un dossard, ça devient super compliqué, quoi. Et je pense que c'est un phénomène de balance. Hein, c'est le métronome qui balance un coup. L'être humain est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va aller pousser une pratique un petit peu dans son extrême, et puis quand on a touché un petit peu l'extrême, ou que l'extrême quelque part il devient un petit peu moins attirant, soit pour des raisons financières, soit parce qu'on a juste tiqué la boxe et qu'on a envie de faire autre chose, bah paf, on va repartir avec une pratique qui va être un petit peu différente et revenir sur des pratiques un petit peu plus courtes qui vont nécessiter aussi un petit peu moins d'investissement en termes de temps. Et puis également financier, parce que s'inscrire sur une course sur route de 20 ou de 30 bornes, c'est moins cher que s'inscrire sur un ultra qui d'ailleurs va être sur le label UTMB ou quelque chose comme ça, où on va vous dépouiller de 200 ou 300 balles, et je parle même pas des Ironman où ça devenait du grand n'importe quoi. Donc je pense que le fait qu'il y ait des évolutions dans la pratique, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est souhaitable. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on vit avec Ironman est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a une volonté délibérée d'Ironman à un moment de pousser les gens à avoir, de pousser les gens sur la pratique du 73 uniquement pour des raisons économiques, parce que des foules, on en fait un, deux, voire trois dans l'année, et trois dans l'année, on commence à tomber sur des athlètes qui sont déjà, c'est déjà du mordu de la grosse pratique. Des foules, des alphes, pardon, on peut en claquer 5 ou 6. Aujourd'hui, l'inscription d'un half est au prix d'un full d'il y a une dizaine d'années. Vous pouvez faire 5 ou 6 halfs dans l'année sans prendre de risque de vous faire trop mal ou de vous blesser. Et ça, je pense que ça a été une volonté délibérée d'Ironman à un moment, d'amener les gens sur une pratique plus courte, plus régulière. Et je ne serais pas étonné que dans un futur relativement proche, on voit un petit peu l'avènement des distances 51-50 comme ils avaient ajouté sur certaines de leurs courses, quoi. Ils ont essayé ça il y a une petite dizaine d'années d'ailleurs, mais c'était, je pense, trop tôt pour eux. Il n'y avait pas encore le public, puisque le public venait chez Ironman, c'était pour le half ou le full, et pas du tout pour le 51-50. Mais effectivement, je pense que il y avait le fitness triathlon ou le live fitness, je me rappelle plus, et je pense que ça, on va y venir petit à petit, et à mon avis, ils vont restreindre le potentiel d'athlètes maxi sur une course. S'ils n'arrivent pas à remplir à 2005, ils arriveront peut-être à remplir à 1002, et ils afficheront 100%, ils afficheront pas 1002 au lieu de 2005. Et je pense qu'ils sont suffisamment malins et économes pour dire on fait le plein, même si on a 2 fois moins d'athlètes. Donc ça serait pas déconnant, puisque de toute façon, aujourd'hui, les courses se financent sur les halfs, pas sur les foules. Hein. Donc, Ah oui, complètement. Et puis il faut pas oublier que si tu veux, nous, on est des mordus. Pour nous, un Ironman, c'est un full. mais oui, Tu vas jamais dire que tu as fait un Ironman si tu as fait un 73. Les nouveaux pratiquants. petite Ouais. dédicace à Alix Nobla qui fait son premier Ironman. Alix Nobla, donc une aventurière de koh une influenceuse, que j'apprécie pour ce qu'elle fait, parce elle divulgue, elle passe des bons messages, elle est super bien. Mais par contre, au début, elle a commencé à dire, je fais mon premier Ironman. Je lui dis, bah, elle fait certes de l'ultra, le marathon des sables et ainsi de suite. C'est une super aventurière, c'est une super sportive. Je dis, mais d'un seul coup, d'un seul. Puis en fait, au fur et à mesure des annonces, je comprends qu'en fait, c'est pas un Ironman, c'est un half. Donc elle a fait le 73 à Nice, mais dans son message, elle était super contente de faire un Ironman. Ouais. C'est un truc du label. Et il y a tromperie, là, chef. Et ça, on retrouve. Alors moi, je suis présent sur certains groupes US de triathlètes débutants et tout pour suivre un petit peu l'évolution de la pratique. Et il y avait une question qui revenait cette semaine où il y avait eu, il y a eu plusieurs halfs aux États-Unis et dont également des 51-50. Et il y en a il y avait un débat qui était lancé s'ils avaient le droit de se faire un tattoo Ironman parce qu'ils avaient fait un 51-50 ou un half. Donc on est vraiment tombé dans le truc où les gens vont faire un Ironman plus parce que c'est un Ironman, plus que pour le challenge de la distance. Et c'est une évolution de la pratique. Je pense que l'influence des réseaux sociaux là-dessus, elle est gigantesque parce que vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de grand, que vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de grand, quelque chose de gros, et puis ça fait bien sur un post Insta de dire qu'on a fait un Ironman. Et dans l'inconscient collectif,
pour la majorité des gens, ça a le même pouvoir, la même force que d'avoir effectivement fait la vraie distance. C'est un long débat, mais je pense que c'est une évolution de la pratique qu'on va voir et qu'on va voir se renforcer dans les années prochaines. Et, euh, et je pense on n'est pas au bout de nos surprises, quoi. Il y a aussi, il y a aussi un petit phénomène, et j'espère qu'il va perdurer et qui va se développer dans les années à venir. C'est que pour moi, les vainqueurs de ça, ça va être les, entre guillemets, les petites organisations, les organisations sans label. On le disait tout à l'heure, un Alf, aujourd'hui, c'est le prix d'un full il y a une dizaine d'années, c'est 400 euros. 400 euros pour faire un Alf, c'est juste, enfin, moi maintenant, je sais que après cette année, il y a des grandes chances que j'aille plus sur le label. Et pourtant, ça fait 25 ans hein, que je ne jure que par ce label-là. Mais non, pour des raisons financières, c'est pas possible. Et aujourd'hui, pour le prix d'un half, enfin, on peut faire au moins 3 courses et sur des distances au moins équivalentes, si c'est pas plus. Tu fais le triathlon longue distance 2-3, petit big up à eux, qui est une course magique et qui est remplie 600 athlètes en quelques heures. Cette année, je sais pas pourquoi c'était pas rempli. Tu fais le longue distance de Cublis. Donc 3, attention, hein, c'est 65 euros ou 60 euros. Le longue distance, c'est un half. Et c'est un peu un format roulant, donc il y a possibilité de se faire plaisir, à pas cher. Euh, Vouglan, 80 € pour le half, hein. Vouglan, 80 euros. Le Trisapin, où j'étais le week-end dernier, 95 euros. Et c'est une belle organisation. 150 athlètes au départ. 150 athlètes au départ, parce que certainement il y avait Nice en face. Et du coup, les gens se sont dit, bah, je vais aller à Nice à 700 balles ou à 400 balles, où je vais avoir des frais d'hôtel et ainsi de suite. Et alors que à Cublis, c'était une journée magique. Et puis, tu as donc le triathlon d'Embrun, le 3 quarts, là, fin juin, pas l'Embrunman, mais le triathlon d'Embrun, pour, je crois, 200 euros, tu fais un 3, 180, 120 et 30. Donc, il y a un format un peu intermédiaire. Bah là, tu vois, pour 400 euros, tu as fait au moins 3 courses. Ça se fait quoi de meubler ta saison? Si tu en parles de Vouglan, ça te lisse l'année. Mais pour le prix d'une course, tu en as fait 4 ou 5. Et ces organisations-là sont pas du tout, elles sont pas du tout hors jeu par rapport à des organisations comme Nice et ainsi de suite. Alors oui, t'as Bon, pas la médaille Ironman, mais à part ça, ouais, mais enfin, je pense que la majorité des gens s'en foutent. Enfin, au moins ouais, oui, enfin, dans les gens que nous on côtoie, j'aurais tendance à dire plutôt les gens s'en foutent. T'as toujours des gens qui ont besoin de, de montrer ce qu'ils ont fait et tout ça, mais faut bien mettre en perspective aujourd'hui que le coût d'inscription sur un Ironman, ça représente un peu plus que la moitié d'un SMIC, quoi. Donc, euh, donc voilà, faut quand même. Moi, quand j'ai commencé à bosser il y a 35 ans, mon premier salaire, j'avais touché 3900 francs, donc ce qui faisait à peu près 600 euros. Euh, à l'époque, quand je payais l'inscription au triathlon de Nice, qui était la grosse organisation française du moment, qui était organisée par les Américains. C'était un groupe qui s'appelait IMG Group, qui faisait une organisation super. Moi, on payait 400 francs l'inscription. Donc ça représentait 10% de mon salaire. Okay. Aujourd'hui, un mec qui va gagner 2000 balles net par mois, 10% de son salaire, c'est 200 euros. Il n'y a pas une course labellisée qui a 200 balles. Donc, euh, certainement que la partie économique joue, les réseaux. Enfin, encore une fois, il y a plein de raisons, mais c'est vrai que je pense qu'on est arrivé à un certain point où il y a pas mal de gens qui doivent se dire, mais attends, à un moment, c'est pas raisonnable, quoi. D'un point de vue familial, quand on a une femme, des gosses, une maison, un crédit, et puis et tout ça, de se dire, ça fait plus tellement sens, quoi. Et même quand on est établi financièrement, qu'on n'a pas forcément de problème financier, moi, je sais et je connais des personnes aujourd'hui qui me disent clairement qu'ils ne feront pas de course Ironman parce que c'est pas justifiable d'un point de vue financier, quoi. complètement, complètement. Et puis il y a encore une fois aussi le défi physique où les gens ont pas forcément la mesure du truc. Enfin, je le dis assez souvent à des gens qui s'adressent à moi pour la première fois. Ils disent mais un Ironman c'est beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied. Je dis bah non, si t'es pas capable demain d'aller à la piscine et de faire un 38 x 100 avec 5 secondes de récup, c'est que t'es pas prêt tout court. Parce que si tu sors pas de l'eau, t'as beau être prêt comme un bandit en vélo et en course à pied, les 3008. Et il y en a qui font Embrun pour la première fois et ils se disent tiens,
je suis en vacances à Embrun là-bas le 15 août où j'ai vu des belles images en rentrant de vacances et je vais cliquer pour aller à Embrun, bah déjà faire le premier Ironman à Embrun. J'aime bien le pari, hein. Je suis quelqu'un qui, de manière générale, est un peu de défi. J'aime bien ça. Mais par contre, pas le premier. Et puis, c'est départ de nuit. C'est 3008, c'est un mass start. Et puis voilà, une fois que tu sors de l'eau, t'es pas sorti de l'aventure, quoi, hein. Donc, Non, c'est là que ça commence même, hein, je veux dire. Ben, on en parlera un petit peu à la fin de cet épisode-là. Je voulais pour tous ceux qui envisagent de près ou de loin de partir sur Embrun, je voulais vous en parler un petit peu et démystifier le mythe dans les deux sens, à la fois sur la difficulté et puis sur la non-difficulté, parce qu'on voit passer pas mal souvent des posts en disant non, non, c'est bon, ça passe crème, c'est tout en descente, une fois que t'es en haut de l'Isoire, c'est pas vraiment vrai. On revient à nos moutons en parlant des courses du week-end. Donc on a parlé un petit peu de Nice. Bon, Nice, un petit peu non-événement, à part Lucie Charles Barclay qui arrive, qui nage devant, qui sort devant, qui roule devant, qui court devant, qui gagne avec 37 ou 38 minutes d'avance. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, sauf le fait que elle a couru super bien. Elle a couru 2,49, donc elle rentre dans le cercle très fermé des femmes qui courent en dessous des 2,50. Il faut vous rappeler que Mirinda m- Carfrae... mais Vas-y. tu me disais qu'il n'y avait pas 42 kilomètres. Non, il y en a 41, 41 et demi. C'est vrai. Donc ils ont dû ajuster le parcours parce que les années précédentes, Nice était connu, il y a eu des parcours où il y avait Proche du 40. ouais, qui étaient à Ouais, peine 40. Donc ouais. un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et je pense que le mec qui positionnait les cônes là-bas, il avait dû charger un petit peu sur la focaccia le soir et puis le rosé, parce que on avait vraiment des écarts de parcours ou le pastaga, voilà, c'est ça. Pastaga. Les gars là-bas, 8 heures du matin, pastaga, mets le cône, quand tu le mets où le cône? Avant ou après le Negresco? Donc voilà, donc fallait savoir que c'était un peu à géométrie variable aussi là-bas, quoi. Et cette année, a priori, c'était plus proche de 41 que de 42. Il manque un kill. Bon, c'est pas le drame, mais voilà. Mais bon, ça aurait rien changé à l'histoire que Lucie Charles. Euh, voilà. Et chez les age group hommes, on a quand même un Français qui arrive premier de la course, donc qui gagne, qui remporte l'age group au scratch, qui s'appelle Steven Galibert, donc entraîné par Carol Ispi, un entraîneur que je salue parce que c'est un très très bon. Ça fait plusieurs années qu'il bosse là-dessus et il court 2,38 de tête. Ouais. J'espère Mm. que je me trompe pas. 2,38 en ayant roulé très très sévère. On sait que c'est pas un parcours facile, hein. À Nice, il y a 2000, entre 2003 et 2350 selon les GPS, la météo, la sens du vent et ainsi de suite. Mais Vélo un peu court aussi à Nice, hein. Je crois que sur le full, il y a pas. 176. Ouais, c'est ça. Ouais. 176. Bon. Et moi, j'ai tendance à dire souvent, je le dis en le provoquant un petit peu, mais qu'il fait que 135 ou 140 km parce que les 35 derniers sont en descendant ou en faux plat, Et faux plat ce qui est descendant. complètement vrai d'ailleurs. Ce qui est complètement vrai, sauf que une fois que tu as fait la descente de 20 bornes, qui est un petit peu technique quand même, parce Que, que tu as deux que trois t'es dans virages, la vallée du Var. voilà, que tu es dans la vallée du Var, que tu regardes la mer là-bas et que tu dis tiens, c'est bizarre, le vent il est pas du tout dans le même sens que ce matin, et tu le prends dans le nez à l'aller, et tu le prends dans le nez au retour, sauf que dans le nez au retour, quand t'as les jambes un peu chargées avec les 2000 de D+, c'est pas la même histoire. Et donc, du coup, pour les athlètes qui roulent fort, bah, c'est pas du 4 heures, hein, cette fois, c'est plutôt du 4,50 ou du 5 quelque chose. Mais par contre, arriver à courir sub 2,40 sur un parcours comme ça, parce qu'en plus, c'était les premières chaleurs, c'est une belle, belle perf. Donc, bravo, Steven. Et j'en profite pour glisser, tiens, hop là, une petite pub. Moi, j'ai fait une petite, un petit bloc, une petite capsule sur l'entraînement sous chaleur. Parce que là, on passe de l'hiver à l'été. Et l'entraînement sous chaleur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire tout au long de l'année pour pouvoir être justement prêt les jours où on a besoin de faire ça. Donc, je le glisserai dans les commentaires de l'épisode. Cool. Donc ça, Nice. Maintenant, on bascule sur Klagenfurt, qui est une course que je connais un petit peu, parce que je l'ai faite quelques fois, et que, contrairement à la croyance populaire, je n'ai absolument pas aimé. Beaucoup de gens disent l'Autriche c'est super, etc. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une course de merde. Euh, Déjà, la natation, il y a deux grosses vagues en fait sur la natation. Il y a une vague de 800 et une vague d'à peu près 2000 qui partent avec un petit peu d'écart.
Il y a à peu près 3000 mètres qui se font dans le lac qui est vraiment superbe, l'eau, elle est cristalline, c'est vraiment un truc, et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait implémenter chez nous au niveau de nos politiques, c'est-à-dire que le nouveau maire de Klagenfurt qui est élu régulièrement, le jour de son introduction, il doit prendre le bateau, aller au milieu du lac avec une chope de bière, remplir la chope de bière et boire de l'eau du lac. Et je trouve que c'est une belle idée parce que ça force un petit peu à mettre en place les moyens de protection de la qualité des eaux. Et je pense que si on avait fait ça avec Anne Hidalgo, on aurait peut-être moins de problèmes sur la qualité potentielle des eaux de la Seine, parce que soit elle serait morte, soit il y aurait eu effectivement les 1,5 milliard, ils auraient vraiment été investis à faire des trucs qui servaient, quoi. Donc petit aparté pour Nice. Petite balle perdue. D'ailleurs, Ping, ping. ping, pang. Et puis tiens, d'ailleurs, j'ai regardé j'ai commencé à regarder ce film Sous la Seine là. Oh non. Oh, quel navet! Oh putain, si c'est miséreux. Mais franchement, mais putain, mais est-ce qu'un jour on va avoir un film qui parle de triathlon où il y a quelque chose qui tient la route? Enfin, je vais dire, enfin, moi, c'est de la merde, quoi. Voilà, excusez-moi, mais là, mais je peux pas dire On va autre chose, résumer quoi. en quelques mots. Voilà, c'est ça. Ça démarre bien et tout de suite, c'est de la merde. Mais vraiment de la merde, quoi. Donc, ça vaut rien, les images de triathlètes. On est quand même en train de parler du triathlon des Jeux Olympiques. Il n'y a pas un mec qui sait nager. Enfin, bref. Voilà, perdez pas votre temps, allez faire une séance de home trainer. Je pense que. Non, mais par contre, ils ont fait de la com comme jamais. Ils en ont parlé de partout. Ils essayent de mettre en avant des commentaires comme quoi tout le monde s'est fait plaisir à regarder ça. Je ne sais pas comment on peut se faire plaisir à regarder ça. Au bout de 5 minutes, c'était de la torture psychologique. Il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui est crédible. Ni dans les animations avec l'animal, ni avec... Ça commence tout de suite. Le premier qui met la tête, la main, ne mettez surtout pas la tête dans l'eau de la Seine. Le premier qui met la main dans l'eau de la Seine et qui la voit, déjà, il a réussi un exploit. Là, Ouais. on a l'impression que c'est un aquarium, le truc. Non, surtout, j'ai quitté l'aventure au bout de 3 minutes de ce film-là. J'ai essayé 2 fois, ça fait 2 fois 3 minutes. Laissez, allez, hop. Ça fait Next. mal, quoi. C'est comme, enfin, moi, je me disais, c'est un petit peu comme si vous aviez une après-midi à perdre, puis vous disiez, tiens, je vais aller chez le dentiste, je vais me faire un canal. Je vais aller me faire une dévitalisation juste pour le plaisir. Et ben, c'est pareil. Donc, je crois qu'on a perdu Mika, il est tombé de sa chaise. Ah, je l'adore, celle-là. Elle est énorme. Bon, j'ai plus d'après-midi perdu depuis très longtemps, mais la prochaine fois, je penserai aller chez le dentiste en pensant à ça. Voilà, tu appelles ton dentiste, il dit bonjour, vous pourriez pas me faire une dévitalisation à vif, s'il vous plaît, parce que franchement, j'ai besoin d'avoir mal cet après-midi. Donc, voilà. Allez, voilà, l'épisode sous la Seine, c'est fait. voilà, gagner 1 heure et demie de votre vie, on en a tous besoin, surtout quand on arrive, enfin bref, voilà. Je sais plus de quoi on parlait d'ailleurs. Ouais, de Klagenfurt. Donc, Clag. donc cette course, donc 800 qui partent d'abord, 2000 qui partent dans la foulée avec un petit peu d'écart, et surtout les Autrichiens font vraiment très fort. C'est que les 800 premiers, c'est pas les nageurs les plus rapides. Donc ça aurait pas forcément une grosse importance, sauf si on sait que les 800 derniers mètres du parcours natation, vous remontez un espèce de petit canal qui fait au plus large 4 mètres, qui a à peu près 80 cm d'eau dedans, et sur les bords, vous avez 20 cm de flotte, c'est-à-dire que vous êtes obligé de nager au milieu. Donc tous les ans, ils essayent de vous vendre le fait que vous nagez dans le canal, que vous avez des spectateurs qui sont longs, vous faites pas prendre. Ce truc-là, c'est une boucherie. Et moi, je pensais que les meilleurs nageurs, on allait être amenés à partir devant, que nenni, on part par l'ordre d'inscription, et puis c'est plutôt les anciens qui ont le droit de partir dans la vague de devant. Donc la natation, les 3000 mètres dans le lac, ça se passe vraiment bien. Et là, quand on arrive à l'entrée du canal, là, c'est une boucherie. C'est-à-dire que ça bouchonne, il n'y a plus rien qui avance, vous pouvez plus nager. C'est le moment où vous rattrapez tous les gars qui nagent 1 heure et demie ou 1 heure 40. Donc, il n'y en a pas un qui nage. C'est du brasseur, on voit plus le fond. Il y a 50 cm de flotte. Enfin, c'est une catastrophe. Ensuite, il y a une longue transition qui fait au moins 600 mètres. Le parc à vélo, c'est gigantesque. Le parcours vélo, ils ont dû trouver les routes les plus pourries d'Autriche pour faire. Moi, ça m'a pas du tout plu. Et le dernier clou dans le couvercle du cercueil pour moi, c'est que la course à pied, elle se déroule une partie dans un parc et une partie en aller-retour direction le centre-ville. Et
c'est extrêmement dense parce qu'il y a beaucoup de participants. Quand vous êtes dans le parc, vous courez sur des chemins qui sont vraiment pas larges et qui sont en aller-retour. C'est-à-dire dans le premier tour, moi je sais plus ce que j'avais fait là-bas, j'avais dû courir 9-15 ou un truc comme ça. Et j'étais dans les premiers groupes d'âge, allez, je dirais dans les 30-40 premiers groupes d'âge. Et on avait un parcours qui était relativement clair au début. Mais dans les deuxième et troisième et quatrième tours, c'était devenu complètement infernal. C'est-à-dire qu'on ne savait plus du tout où on était, on pouvait plus courir, c'était du slalom perpétuel. Plus la petite particularité, c'est que ces salopards, le premier groupe d'âge autrichien, il a une moto devant lui en course à pied qui klaxonne, qui fait écarter tout le monde. Donc moi, je m'étais fait passer par le mec, qui était un Autrichien, et le mec était à 2 mètres derrière la moto et il avait un parcours qui était complètement libre pour pouvoir courir. Et c'était pas super faire, plus pas mal de drafting. Enfin bref, ouais, vous avez compris, j'avais pas aimé l'Ironman d'Autriche. Donc c'est pareil, c'est comme sous la Seine, y allez pas, vous allez gagner 800 balles et puis et faites en brun, je vous en parlerai tout à l'heure. Le message est assez clair. Moi, je voulais, parce que du coup, cette course-là, bon, elle fait partie des courses que j'ai pas faites, mais j'ai mon œil dessus depuis 1999. Et ça, je vais remonter les trucs d'outre-tombe. Là, tu déterres, là. T'es parti Ouais. chercher l'appel Mais par contre, cet Ironman-là, il a une histoire, puisque c'est à l'époque la course officielle avec finish le plus serré, non? Ouais. non, avec le marathon le plus rapide. Ah, 1999, Peter Reid court en 2h35. Et en 99, on était sur le début des ères un peu des Uber Bikers. Et donc, pour la petite histoire, donc Peter Reid, c'était un triple vainqueur, hein, 98, 2000, 2003. C'était pas un peintre. À Kona. À Hawaï. C'était un des meilleurs coureurs à pied du circuit et c'était un peu le Lance Armstrong de l'époque. Le gars, il était vraiment focalisé que sur cette course-là. Par contre, quand il prenait le départ d'une autre course, bah, il n'était pas là pour ramasser les fraises non plus. Et courir 2,36, à l'époque, il n'y avait pas de super chaussures, il n'y avait pas tout ça. Alors certes, il roulait pas en 4 heures, hein, il roulait en 4h25, mais c'était quand même déjà des beaux temps à l'époque, puisque les vélos faisaient pas 7 kilos et il n'y avait pas des freins à disque qui accéléraient le vélo. Donc c'était une course qui était mythique, mais du coup, tu as un peu cassé le mythe. Alors pour cette course avec Peter Reid, de sa confession, c'est un temps record marathon qu'il n'a jamais mis en avant parce que la course était courte et c'était plus proche de 40 à l'époque. Et de ses propres mots, de ses propres aveux autour d'une mousse à Kona. Donc voilà. Et en parlant de film navet, si vous voulez voir le plus beau film reportage de l'histoire du triathlon qui a jamais été tourné, il y a quelque chose qui existe qu'on doit pouvoir trouver sur YouTube si vous avez une bonne pelle et une bonne pioche pour aller faire du digging. Ça s'appelle What It Takes. Et ça a été filmé pendant 1 an à l'époque où Peter Reid était au top et qui gagnait Hawaï régulièrement. Il vivait au début du reportage avec Laurie Bowden, qui a été une... Non, ils étaient déjà séparés. C'était entre 2004 et 2005. Donc c'est du lendemain de Hawaï 2004 jusqu'à Hawaï 2005. Ouais. Ils étaient séparés Et déjà. donc, voilà, ils étaient séparés, mais ils ont vécu longtemps ensemble. Laurie, qui a été une athlète exceptionnelle, et ils se sont rencontrés. Et Laurie, et ils avaient 2 caractères qui étaient complètement différents, qui a été vachement mis en avant dans le film, où Peter Reid passe vraiment pour un autiste dans ce film-là, ce qui est pas complètement faux. Et mais c'est quelqu'un qui a eu une image qui lui collait un petit peu, qui est très différente du personnage réel, parce que moi, pour l'avoir côtoyé, je me rappelle d'avoir passé un peu de temps avec lui à Kona, où il était arrivé avec un t-shirt avec un âne dessus. Et aujourd'hui, Reid, c'est un personnage, hein, c'est un mec qui a un humour phénoménal, le Canadien, et il est pilote dans le Grand Nord canadien. Il va déposer des chasseurs ou des pêcheurs, etc. Donc, il s'est complètement coupé du monde du triathlon, revenu un peu plus récemment et plus régulièrement à Kona. Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment apprécié quand Ironman l'avait ramené un petit peu sur cette course-là. Et de son aveu, il était très très content de pouvoir revenir et tester la belle eau et le bon air de Kona, parce que c'était quand même un endroit qui a forgé une grosse partie de sa vie, quoi. Donc voilà, petite aparté là-dessus. Mais vraiment, What It Takes, vous allez trouver, c'est vraiment quelque chose
introuvable sur YouTube parce que il était protégé. Ça fait partie de ce virage où les réseaux commençaient à arriver, 99, Internet commençait à arriver, YouTube et ainsi de suite, et où tout était verrouillé, et ceux qui ont verrouillé la chose, qui voulaient pas se faire pirater, eh ben, sont tombés aux oubliettes. Et justement, il y a des reportages qui sont pas du tout à la hauteur de ça. Et ça, par contre, on peut les retrouver pendant des années. Mais What It Takes, introuvable D'accord. sur le Bon. tube. Je regarderai si jamais je peux pas trouver, peut-être passer un petit message à Peter, savoir si jamais il a pas Ouais, une cassette VHS qui je traîne. l'ai. Non, non, je l'ai le DVD, si tu veux. Ouais, je l'ai. Ah oui, 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 oui. Sinon, non, non, ça fait partie des. C'était les premiers reportages un peu inside sur autre chose que la course Ironman, où on voyait les athlètes au quotidien. Donc, What It Takes, c'était 4 triathlètes. Il y avait Peter Reed, Luc Bell, donc effectivement Laurie Bowden et Heather Fer. Il suivait ces 4 athlètes-là sur un peu une année et comment ils vivaient. Et effectivement, Peter avait une image un peu d'autiste, mais parce que tout simplement, il consacrait sa vie, il pensait, il mangeait, il dormait triathlon. Il dormait pas triathlon, il dormait Ironman d'Hawaï. Et donc, il focalisait tout là-dessus. Mais effectivement, Et ça a un Reed, prix. quand il était à Kona, il s'isolait complètement et il allait dans sa cabane qui était sur la Saddle Road, qui n'était pas encore construite à l'époque en haut. Il allait s'isoler à 1000 et quelques mètres d'altitude. Il voyait personne, il arrivait en ville, il flinguait tout le monde et il rentrait, quoi. Et c'était, ah voilà, il y avait un petit peu de mystique autour de ça. Et voilà, donc encore une aparté, encore on s'est un petit peu perdu. Euh, Revenons à nos moutons autrichiens et donc grosse course de nos Frenchies en Autriche. Je te laisse balancer les résultats. Faut s'accrocher, faut pas cligner des yeux. Donc Denis Chevreau il avait un petit peu pris les pieds dans le tapis. J'ai dit à Aix, j'espère que je l'ai pas vexé parce que du coup là il s'est un peu énervé. 7h49 avec un marathon en 2h38 et je pense que le marathon il y avait les bonnes distances. On sait que Denis a l'habitude de courir très vite, mais là il a fait une course de fou. On reviendra un peu sur la course de Clag, sur principalement le vélo avec un poste de notre Sam national. Je Oh sais pas si tu putain, l'as si tu l'as vu. ouf, ouf. Donc certes, Euh, ça roule vite, mais à un moment donné, je me suis dit, mais je regarde quoi là? C'est le truc sur le reportage sur le Tour de France ou le reportage sur une course Ironman? C'était un petit peu étrange. Par contre, big up aussi à Arthur Orso que tu as reçu pendant que j'étais pas là, coquin. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir un petit peu avant Kona, qui fait une course exceptionnelle aussi, qui fait 7h52. Donc 2 Frenchies sub 8, 2 Frenchies qualifiés. Et c'est juste énorme parce que là, cette année encore, il va y en avoir de partout des Frenchies à Kona. mm. Ouais, ouais. Donc vraiment les deux une belle course. Très content pour Denis évidemment et puis pour Arthur, surtout qu'ils ont eu un début de saison un petit peu compliqué. Arthur, blessure, maladie, etc. Il devait courir à Lanza, enfin il devait faire le Tessan, pas de Tessan, il devait faire Lanza, pas de Lanza. Et puis là, il revient en montrant qu'effectivement, bah, c'est un gros client sur un parcours qui est peut-être pas le parcours qui lui va le mieux. Euh, Enfin, bravo quoi, les mecs, une belle course. Vous arrivez en forme au gros moment, vous allez chercher les places sur le podium et vous allez chercher les slots. Voilà, job done. Vraiment, on, je sais pas combien de Français on va avoir sur la ligne de départ à Hawaï, mais ça va être au niveau des pros. Je pense qu'on va avoir beaucoup de monde et ça va être très intéressant de voir maintenant la deuxième partie de la saison. J'aimerais bien savoir comment Arthur va organiser la deuxième partie de sa saison. Est-ce qu'on va le voir revenir sur Embrun? Il nous disait l'autre jour plutôt non. Je sais pas, à Je voir, pense. mais Donc là, on enregistre le 20 mai, le 20 juin. Il y a 4 mois et quelques jours avant Hawaï. Donc ils prennent le slot au bon moment, 4 mois de récup, de travail et dans les bons moments. Je pense que c'est une vision de la saison qui est très intelligente, c'est super. Il y en a beaucoup qui allaient chercher les qualifs un petit peu à la pince à épiler au Canada et ainsi de suite sur les dernières places dispo, mais c'était super proche de la course, donc ils arrivaient un peu râpés. Là aujourd'hui, on va avoir ce que tu disais, on va avoir un cheptel de pros français au départ à Hawaï qui va être énorme. On a notre Léon qui s'est qualifié à Cozumel. On a donc Arnaud Guillou qui s'est qualifié à Cairns, on y reviendra après. Denis, Arthur, Sam. Sam, je sais pas s'il doit
Faut qu'il valide, Sam. Faut qu'il Je crois que valide. j'ai cru voir passer un truc qui serait à Vitoria, ou c'est ce qu'il m'avait dit, je sais Oui, c'est plus. ça, Vitoria. Mais Vitoria Gasteiz, ouais. Exact. Mais donc, ça fait déjà 5 pros devant avec des forces en présence énormes. C'est des gros nageurs, c'est des gros rouleurs, c'est des gros coureurs. Ils gagnent des courses. Là où il y a énormément de gens qui sont là pour aller chercher des slots, ils sont présents. Donc, Bah parce que ouais, Denis c'est quand même un sacré client, hein, je veux dire, et qu'Arthur il se retrouve juste derrière. Ils ont quand même fait une grosse partie du marathon au coude à coude. Euh, Bah, c'est quand même impressionnant. Les mecs reviennent. Arthur, il n'a pas eu la chance de pouvoir vraiment se tester sur beaucoup de courses. Euh, ouais, quand même, bravo les mecs, quoi. C'est impressionnant. C'était une course qui était rondement menée, revenir au bon moment avec le bon temps pour aller à Kona. Moi, je trouve que c'est bien parce que il y a deux trucs. Soit vous vous qualifiez suffisamment longtemps à l'avance. Et moi, j'ai toujours considéré que cette tranche dans l'année, là, aux environs de 4 mois, c'était vraiment le bon moment, le bon timing pour se qualifier. Parce qu'après, souvent, les qualifications, la période de qualification, elle finissait historiquement fin juillet. Hein. Il y avait une course des fois qui débordait sur route, mais c'était rare. Et donc, fallait pas trop se rater, parce que si vous vous ratez fin juin, ça vous laissait pas 50 opportunités pour pouvoir aller vous requalifier. Et il y avait d'autres athlètes qui prenaient le choix, souvent des athlètes de l'hémisphère sud, d'aller faire une qualification tôt, juste après la course. juste Ouais. après la course. Donc il y avait la partie Cozumel, Floride, etc. Ou le tout à fait début de saison, donc l'Ironman Nouvelle-Zélande, et puis il y avait l'Afrique du Sud, et puis aussi Port Macquarie. Et c'était voilà. Mais ça rend les choses compliquées parce que l'Afrique du Sud, Port Macquarie, c'est début avril. Ça veut dire qu'il faut faire un pic en début de saison pour et surtout pour les Européens, c'est-à-dire que c'était un petit peu compliqué pour nous d'aller chercher une qualif là-bas, dans le sens où ça impliquait d'avoir fait beaucoup de vélo déjà, d'arriver au top de sa forme parce que c'était quand même des courses qui étaient relevées. Hein. L'Afrique du Sud, c'est le championnat régional, et d'aller chercher un slot là-bas et d'arriver à couper, refaire une préparation. Donc vous amputiez quelque part un petit peu le début de saison en Europe pour repartir et revenir au top 7-8 mois plus tard à Kona. C'était toujours quelque chose qui était un petit peu plus compliqué à gérer. Et moi je trouve que là ça a été bien joué de leur part. Ils ont pris la qualif, bravo, rien à dire. Enfin vraiment solide de bout en bout. Sur une course qui est pas toujours une course simple à gérer, et surtout une course où il peut faire aussi très chaud. Là, c'était pas vraiment le cas, mais ça peut quand même arriver, quoi. Et puis Arnaud Guillou qui est allé courir, lui, qui a fait le choix d'aller courir à Cairns. C'était pas plus facile parce qu'il y avait du peuple un peu sur la start Il y, a- list. il y avait Il y avait du du monde, gros hein. monde. Cairns, Ouais. Cairns, Cairns, c'est vraiment une belle course. C'est vraiment une superbe course. Et le parcours vélo, il est magnifique. Vous êtes vraiment en bord de mer. C'est un aller-retour. Vous allez vers Port Douglas. D'ailleurs, j'ai un très bon ami qui habite à Port Douglas, Andy. Hello Andy. Et vous longez en fait ce bord de mer. Donc il n'y a pas des grosses montées, mais c'est du up and down, etc. Donc ça passe quasiment au gros plateau tout le long. Et la partie course à pied, c'est plat, c'est en ville, mais Cairns c'est subtropical et il fait souvent très chaud. Les dernières années, il y avait souvent beaucoup de pluie. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images de la course où les athlètes couraient vraiment dans la flotte, parce que sous les tropiques l'après-midi, il y a souvent un petit orage. Ça n'a pas été le cas cette année, mais très chaud et surtout très humide. Une autre particularité, c'est que les règles Ironman au niveau de la température de port de la combinaison pour les pros, qui est à 22 degrés, ne s'appliquent pas à Cairns parce que pour une question de protection vis-à-vis des méduses. Parce que alors là-bas, il y a plein de choses qui veulent vous tuer. Faut savoir que Cairns, c'est vraiment très beau, mais le départ est donné dans une marina. Alors vous êtes à la hauteur de la grande barrière de corail. La mer est vraiment très belle, mais il y a beaucoup sur la côte de ce qu'ils appellent des mud flats, c'est-à-dire c'est un petit peu comme en Normandie, l'amplitude de marée fait que la mer se retire très loin. Et à marée haute, l'air est souvent, la mer est souvent très claire. Et quand la marée revient ou part, vous avez une eau qui est un petit peu, ce qu'ils disent murky, donc un petit peu boueuse où on se voit pas trop dedans.
Savoir que là-bas, il y a quand même un petit peu des gros insectes qui se baladent dans l'eau, hein, des trucs qui font 5-6 mètres avec des grosses dents. Et les Australiens là-bas ont quand même une blague, c'est qu'ils disent qu'à l'endroit où on nage là-bas, il n'y a pas de danger avec les requins parce que les crocodiles les ont tous bouffés. Et moi, je me rappelle quand j'ai fait la course, on était parti nager à l'époque avec le manager de Lucy Charles Barclay, avec Pete Jacob, avec Justin Granger. On était dans la marina, on était parti nager. C'était un parcours qui était en forme de M, qui était le parcours traditionnel Ironman. Et quand on est arrivé à la bouée, il y avait Pete Jacob qui était arrêté, il y avait un bateau qui était là avec un mec avec un fusil qui visait dans l'eau et qui nous regardait en nous disant de repartir illico presto vers direction la plage parce qu'ils avaient pensé voir un crocodile. Et je me suis retrouvé, moi j'ai sauté dans les pieds de Pete Jacob et compagnie, et je crois que j'ai jamais nagé les 400 mètres qui nous séparaient de la plage, j'ai jamais nagé aussi vite de ma vie. Et pour revenir aux méduses, ouais, donc là-bas ils ont pas mal de ces box jellyfish là qui sont mortels, et c'est pour ça qu'ils autorisent le port de la combinaison, peu importe la température de l'eau. Et cette année, je crois qu'ils ont nagé en combi, mais l'année dernière, de mémoire, l'eau était à 26,5 et ils avaient quand même fait nager les mecs avec combinaison et ça avait énormément impacté la course, quoi. Mais si vous pouvez faire cette course, allez-y. C'est une course traditionnelle, elle est très belle. La semaine d'avant, il y a une épreuve natation qui est magnifique, qui est autour d'une île, qui est sur la grande barrière de corail. C'est 3000 mètres de natation, vous faites le tour de l'île. Au-dessus de la grande barrière de corail, vous nagez littéralement dans un aquarium, quoi. C'est vraiment très très beau. Si vous y allez avec des gamins, il y a des kangourous partout. Enfin, c'est vraiment une belle partie du monde. Bah, c'est ce qu'il nous a partagé en tout cas Arnaud, parce qu'il envoyait deux trois petites photos, deux trois publis. C'était effectivement, je me suis demandé d'ailleurs s'il n'avait pas passé un contrat avec une agence de voyage, parce que les couleurs, les paysages font très très envie. Après, c'est vrai que on n'y va pas en camping-car pour le week-end, quoi. Non, c'est au bout du monde. Nous, on y allait parce que depuis Singapour, c'était relativement facile. Il y avait des compagnies low cost type EasyJet qui pouvaient y aller. Et parce que vous êtes quand même loin de tout, hein. L'échelle de l'Australie. Nous, quand on était allé, bon, on avait carrément volé on avait volé directement là-bas parce qu'on avait dû faire un Brisbane, puis après Brisbane-Cairns. Et parce que les distances, je sais pas, je crois que Brisbane-Cairns, il doit y avoir 1700 km ou un truc comme ça. Donc, en gros, c'est comme si vous faisiez Porto-Berlin, quoi. Et, euh, et les distances sont vraiment, vraiment gigantesques. Mais c'est une course qui vaut le coup. C'est une belle course du calendrier. Et puis, c'est vraiment l'ambiance triathlon à l'australienne, c'est-à-dire la plage et tout ça, plein de petits cafés super sympas sur le bord de la plage. Enfin, et voilà, moi, c'est vraiment une course que j'ai beaucoup appréciée. Ça fait rêver. Vous savez vraiment que vous êtes en Australie. Et puis toute la semaine, il y a des petits événements, il y a des petites courses à pied, des choses comme ça qu'ils arrivent à faire. De toute façon, toutes les courses australiennes, c'est des belles courses. Que ce soit Cairns, que ce soit Busselton, qui est ma préférée, ou Port Macquarie, c'est vraiment des courses où il y a beaucoup de plaisir à aller chercher. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment le dépaysement et qui acceptent l'idée de voyager de l'autre côté de la Terre pour aller faire une course, moi, c'est des courses qui, je trouve, qui valent vraiment le coup de faire un investissement en temps et financier pour faire parce que ça a de la gueule quand même, quoi. Ça reviendra à ce qu'on se disait au début. Je pense que l'aventure, pour ceux qui connaissent le défi Ironman, ça peut se mélanger au fait d'aller d'aller participer à un beau voyage où tu partages tout ça en famille. Parce qu'en fait, c'est un petit peu selfish, c'est un peu égoïste l'Ironman. On est obligé de consacrer beaucoup de temps à l'entraînement, entre le travail et l'entraînement et la fatigue, du coup, tout le reste passe à côté, la famille, la maison et ainsi de suite. Et donc, du coup, entre guillemets, pouvoir récompenser, pouvoir partager ça sur un beau voyage où on arrive quelques jours avant, histoire de pas poser les valises et prendre le dossard, mais où on prend le temps après de prendre du temps et de partager et de visiter une belle partie du monde. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de le faire très longtemps d'ailleurs, parce que s'il faut aller de l'autre côté, le bilan carbone il n'est pas forcément excellent non plus, mais c'est au moins visiter une autre mentalité, aller voir les gens, aller s'imprégner de la culture et ne pas faire le gros touriste de base qui arrive, qui achète et qui repart. Ça peut faire partie de la belle aventure globale de l'Ironman et de l'esprit triathlon comme on aimerait qu'il soit développé, quoi.
T'as tout à fait raison avec ça, je pense. Et au-delà du bilan carbone, il est toujours intéressant d'essayer de trouver quelque chose où il y a du plaisir à aller chercher, quoi. Et le plaisir d'un beau voyage, de la préparation d'un beau voyage, et vraiment ce coin-là du monde s'y prête beaucoup. Et c'est presque une population qui est insulaire parce que vous êtes tellement loin et tellement isolé de tout quand vous êtes à Cairns que nous, depuis l'Europe, on a l'impression que les villes sont relativement proches, mais c'est vraiment, les distances sont vraiment gigantesques et chaque partie, enfin, il y a vraiment autant de différences culturelles, si vous voulez, entre Brisbane ou Sydney et Cairns que entre Porto et Berlin, quoi. Et en termes de visite là-bas, pour ceux qui sont des amoureux de la mer, la Grande Barrière de Corail, c'est quand même quelque chose de particulier. Et ils ont quand même fait des gros efforts en termes de préservation au niveau de l'Australie à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui doit être célébré et c'est quelque chose qui se prête bien à un voyage sportifo-touristique familial. Donc, donc Arnaud Guillou qui fait une très belle course. De mémoire, c'est Matt Burton qui gagne la course. Matty Burton qui avait fait deuxième après un vélo supersonique à Busselton l'année dernière où il était passé sous les 4 heures. Qui est certainement une des courses les plus difficiles pour aller péter les 4 heures là-bas parce que c'est quand même tout plat avec un revêtement tout pourri et beaucoup de vent. Et donc une vraie machine à vélo et c'est pas un athlète qui est tout jeune, Matty Burton, et c'était vraiment, ça fait chaud au cœur de voir un gars comme ça qui a eu une histoire un petit peu particulière, un petit peu pas à la Elsvisser, mais quelqu'un qui est revenu un petit peu de loin et qui arrive aujourd'hui à claquer des gros résultats. Alors, Matt Burton en 1 avec un sub 8 en 7h45. Donc, faut pas cligner des yeux, même sur un Ironman. Maintenant, on arrive à dire que c'est des vitesses de déplacement de ma boule. Ça nage en 50-38. Ça roule en 4h05. Et ça court en 2h44. 7h45 pour le premier. Non inconnu, un autre qui n'est pas inconnu non plus, Braden Curry en 2. 7h48. C'est pareil, ça fait partie des tauliers de la discipline. Mike Phillips 7h49, c'est arrivé au sprint parce qu'il y a à peine 22 secondes entre le deuxième et le troisième. Alors, et Curry et Phillips, c'est deux copains qui se connaissent depuis longtemps. Moi, j'ai couru avec eux à Wanaka, au Challenge Wanaka et puis en Ironman Nouvelle-Zélande. Et Mike Phillips, on parle souvent des gabarits. Et le mec, c'est une grosse brutasse. Alors, c'est le surfeur australien de base, c'est-à-dire 1m87, 85 kg de viande, blond, un beau gars et tout ça, des mecs super sympas. Et moi, j'avais passé un super moment avec eux là-bas. On s'était retrouvés une année à Kona, on avait roulé un peu. Enfin, ils avaient roulé puisque moi je les ai laissés aller. C'était la semaine avant, on va éviter de se faire sauter les jambes dans la première montée. Mais les gars, c'est des machines, quoi. Et c'est vraiment des bons gars. Et quand vous passez du temps avec Curry ou Mike Phillips, déjà, faut pas que le bidon de bière il soit à mi-hauteur parce que sinon il va falloir vite aller remplir. Mais les gars, ouais, c'est vraiment des mecs qui sont drôles et des super athlètes, quoi. Et ça descend jusqu'au 8e pour être en sub 8. Hein, donc les 8 premiers sont en moins de 8 heures jusqu'à 7h58 avec Greg Barnaby. Petit big up à notre Joe Skipper, notre anglais passe-partout qui fait encore une course plus que solide. Hein, mais bon, à 6e, je crois qu'il loupe la qualif, me semble-t-il. 4h09 en vélo et 2h49 à pied. C'est solide. Enfin, c'est une course c'est des temps qui vous auraient gagné n'importe quelle course il y a encore 3 ans. Et on voit que Joe aujourd'hui il a du mal et il avait annoncé un petit peu sur les réseaux avant parce que Joe avait été super clair sur le fait que cette année pour lui l'objectif c'était l'Ironman Pro Series et qu'il souhaitait vraiment courir pour la gagne ou le podium de la série. Et ses premières courses se sont vraiment pas du tout passées comme il l'avait imaginé et il avait été très clair sur le fait en disant que c'était la course de Cairns qui allait un petit peu décider s'il allait continuer à poursuivre cet objectif de l'Ironman Pro Series. Je sais pas si ça le conforte dans son idée. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois que c'est Braden Curry qui est plutôt pas mal placé aujourd'hui au ranking et que ça va être dur à aller le déloger parce que les gars, c'est des sangsues, quoi. Quand ils sont à un endroit, vous allez pas les sortir de ça, quoi. Braden Curry, il est 6e pour l'instant au ranking Pro Series et Joe Skipper est 10e. Donc c'est pas si mal que ça.
Et c'est là où c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que je disais qu'il fallait descendre jusqu'au 8e pour être en sub 8, parce que je pense que le classement de l'Ironman Pro Series n'est plus à la place, mais au temps. Le vainqueur marque tant de points, Oui, oui. mais le deuxième marque pas un nombre de points fixe, il marque un certain nombre de points en fonction de l'écart. Donc avant, là où on voyait les gaziers qui avaient tendance à mettre à débrancher le fil parce qu'ils étaient plus dans les places qualificatives, là pour l'Ironman Pro Series, ça renverse complètement la course. Et donc du coup, tout le monde se donne jusqu'au dernier moment. Et donc ça donne 8 gugus en moins de 8 heures. Et quand tu fais 6e en 7h56, effectivement, c'était des chronos qui avant permettaient de finir au moins sur le podium, peut-être même sur la plus haute marche. Et là aujourd'hui, il fait 6e, il valide pas une qualif. Mais c'est une super bonne chose, je trouve, de la part de l'Ironman Pro Series d'avoir des points qui sont liés à l'écart temps avec la gagne. Et on en avait parlé dans un épisode précédent où Taylor Knibb à Oceanside, elle avait littéralement flingué la série, c'est-à-dire qu'elle avait gagné avec tellement d'avance que globalement elle avait tué le game pour le reste de la saison, c'est-à-dire qu'elle avait dû mettre 10 minutes à la deuxième et l'écart temps qui était représenté faisait que maintenant, même si jamais elle trottinait la plupart des autres courses qu'elle allait suivre, elle avait une bonne chance de pouvoir gagner. Là, on se retrouve, et je pense que le PTO serait bien inspiré à essayer de s'en inspirer un petit peu et éventuellement transposer ça sur leur course T100 pour plutôt que d'avoir un nombre de points qui soit attribué à la place que d'avoir un nombre de points qui soit attribué avec l'écart temps de la gagne. Et ça peut permettre à certains athlètes de vraiment bien se positionner et surtout pas lever le pied et continuer à pousser jusqu'au bout, quoi. Sauf que il faut se rappeler que pour faire partie du classement de l'Ironman Pro Series, il faut avoir fait 5 courses, dont 3 Ironman full. Et Taylor Knibb, à mon avis, il va pas faire les 3 Ironman full distance. Elle va peut-être Il n'y a pas d'obligation sur les 3 Ironman. Sinon, tu fais pas partie du classement. Non, j'avais compris que tu pouvais faire plus de half. Par contre, comme les half marquent moins de points, c'est qu'uniquement au niveau du nombre de points. Il faut qu'on éclaircisse le truc. Mais moi, ce que j'avais compris, c'était que pour bien se situer au niveau du classement, il n'y avait pas d'autre solution que de faire 3 foules, mais qu'il n'y avait pas d'obligation de faire que 3 foules. Donc, à voir. On va regarder ça, puis on essaiera de vous donner une réponse la semaine prochaine à ce sujet-là. Mais bon, voilà, le classement. Et puis Arnaud qui fait 4. Qui fait 4. Qui lui, par contre, valide la qualif. Et le chrono 7h50. Donc avec une course à pied 2h43. C'est pas facile. Après avoir roulé 4h12 et nagé 50, il nage dans le peloton de tête. Il roule avec les gros et il court super bien. Ça fait super plaisir de voir Arnaud valider. Il est régulier, il est constant, il progresse tout le temps. Un vrai bon athlète sur lequel on a envie d'y garder les yeux pour se faire plaisir. Ouais, et puis quelqu'un qui a certainement un rôle à jouer à Kona cette année, parce que c'est des profils qui, si jamais ça se regarde un petit peu sur le vélo, on sait qu'à Kona l'impact de rouler pas en peloton mais à distance réglementaire aujourd'hui il est énorme, mais c'était dans son podcast Joe Skipper qui disait que quand vous êtes en queue de ligne tous à 10 mètres, parce que savoir que Ironman c'est 12 mètres mais c'est 12 mètres de la roue avant à la roue avant, donc techniquement parlant il y a 10 mètres entre les vélos, et il disait si vous étiez le 5e, 6e ou 7e dans la ligne, il peut y avoir 40 à 50 watts d'écart par rapport au mec qui est devant, quoi. Et ça fait des écarts qui sont monstrueux. Mais bon, comme de toute façon Sam Laidlaw va rouler devant et va poser avec 10 minutes d'avance. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de notre Sam qui nous a fait un petit post sur Ironman en tirant un petit peu à boulet rouge sur C'est quoi, c'est Clag, hein? C'était à Clag, justement, je crois bien. Sur le drafting à la fois au niveau des groupes d'âge mais surtout au niveau des pros. Et c'était un petit peu, ça m'étonne pas trop de lui, hein, et je comprends que ça soit agaçant de voir des mecs qui roulent vraiment beaucoup trop proches les uns des autres. De toute façon, c'est un petit peu endémique dans Ironman, et je pense qu'au niveau du classement, ça se reflète toujours un petit peu. C'est un problème qui revient, qui est récurrent. Chaque grande course aujourd'hui, on a des problèmes de drafting. Et plus on roule vite, plus l'impact de l'aéro est important, et plus ça va être difficile de faire des énormes écarts aujourd'hui sur le vélo, surtout sur des parcours qui sont quand même plutôt reconnus comme étant rapides.
Sans oublier que la course de Klagenfurt, elle est réputée pour avoir un nombre de motos relativement considérable et que, à la fois pour les hommes et pour les femmes, et il y a des parties qui sont très très rapides sur le retour en ville et puis des parties en descente très rapides et que quand vous vous retrouvez derrière une moto, euh, ouais, vécu de mes yeux de me retrouver derrière, juste au cul du groupe des premières femmes. Quand vous arrivez à 50 mètres des premières femmes, c'est clair que on a besoin d'appuyer beaucoup moins fort sur les pédales, quoi. Et ça, c'est pour quelqu'un comme moi qui roule à 37-38 un full. Quand vous roulez à 45, c'est l'impact il est encore plus important, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu surprenant de voir un champion du monde Ironman prendre vraiment position là-dessus. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils disent ce qu'ils pensent. Hein. Sam, il est jeune, hein, il a 24 ans, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il est champion du monde Ironman en titre. Donc, s'il y en a bien qui a quelque chose à dire sur le déroulement des courses, je pense que il a toute la légitimité et surtout, il a bien raison de le faire parce que si ça peut faire changer les choses, c'est bien. Et puis, si ça peut mettre en lumière certains problèmes, c'est mieux. Il doit avoir l'écoute des têtes pensantes, je pense, et que quelqu'un comme lui fasse passer un message comme ça, je pense que c'est une vraie bonne chose. Parce que si lui se permet de le dire, ça veut dire que si lui le dit, peut-être qu'il y en a beaucoup derrière qui le pensent et que ça gêne. Parce qu'effectivement, lui, les dynamiques de course, elles sont pas du tout à son avantage si on autorise le drafting. Et donc, du coup, c'est plus le même sport et c'est pas le sport qu'il veut faire. C'est pas le sport qu'il veut faire. Et c'est pas le sport qu'on veut voir, en fait. Pour l'instant, le drafting sur Ironman, il a pas sa place. C'est pas, Et puis l'ADN, elle est pas là. non, non, c'est clair. Et puis d'avoir des champions qui sont toujours très polissés, très lisses, c'est pas forcément ce qu'on a envie, quoi. On a envie d'avoir des gens qui disent les choses telles qu'elles sont et puis qui puissent permettre de faire évoluer les pratiques et tout ça. Et Sam, il a toujours agi un petit peu comme ça. Il en a été décrié certaines fois. Moi, je trouve qu'il a raison. Il a bien raison. Il, c'est lui le président des athlètes. Donc voilà, La à lui fédération des de, athlètes en colère. voilà, la fédération des athlètes en colère. Et non, non, il a bien raison. S'il y a quelque chose qui le dérange, il a raison de le dire. Je veux dire, il a toute la légitimité. Et je pense que ceux qui tendance à le critiquer un petit peu pour ça, c'est peut-être qu'il bénéficie un petit peu des largesses arbitrales de d'Ironman, quoi. Donc Il y a Iron Man qui faisait, je sais pas s'ils le font encore, mais des surveys, des enquêtes de satisfaction chez les athlètes, savoir si vous avez bien aimé ci, aimé ça. ah bah Euh, s'ils ont lu les miennes, je pense que ça a dû leur faire descendre les chaussettes parce qu'à chaque fois je les ai pas ratées. Mais le bon. seul problème, il est là, c'est que il y a énormément, parce que je connais quelqu'un qui était les mains dedans, qui me disait, il y a énormément d'organisateurs qui les font faire parce qu'on les demande de les faire, mais qui les lisent pas. Et du coup, ces courses-là ont tendance à avoir des comportements et des dérives qui sont pas du tout dans le bon sens par rapport aux attentes des athlètes. Il y en a quelques-unes qui le font, mais je pense que écouter les athlètes groupe d'âge, c'est une chose, et c'est très bien pour que ça fasse vivre la course. Mais écouter les pros, ce serait super important. Mais je suis pas sûr qu'ils soient si écoutés que ça. Et pour que Sam soit obligé de, entre guillemets, taper du poing, c'est gentil, c'est sur Insta, c'est tout ce que tu veux, mais il le fait, il le dit, et donc c'est que ça doit leur peser, et que finalement, le jeu dans lequel on leur demande de jouer, il faut qu'ils soient un peu plus cadrés, et pas que dans un sens, mais dans les deux, quoi. Et puis surtout lui, c'est le mec, c'est le premier à souffrir de ce genre de comportement parce que lui il nage, il roule devant. Donc si derrière ça roule en paquet, c'est clair que ça va revenir, quoi. Tu parles des organisateurs qui lisent pas, un donc qui lit et un qui lit personnellement les résultats du survey, c'est Félix Valchauffeur qu'on avait eu sur un des premiers épisodes. Et je peux vous dire que quand vous vous envoyez votre survey à Roth, en général, vous recevez un petit email derrière en vous disant qu'ils ont bien vu votre point et que voilà les choses qui ont été mises en place pour l'améliorer l'année d'après. Et ça, quelque part, ça fait chaud au cœur, quoi. Mais on en avait parlé à l'époque où tu étais avec Félix, hein, c'est que toutes les directions et toutes les actions entreprises par le Challenge Roth sont faites et sont dirigées uniquement pour le bien-être de l'athlète. Pas pour l'aspect financier. Et c'est la grosse différence entre Roth et le label Ironman. Les décisions chez Ironman étaient prises. Peut-être que ça va changer. On va croiser les doigts, j'y crois pas, mais
peut-être que ça va aller pour le bien de l'athlète et donc de la course. Et la conséquence, ce sera qu'il y aura des résultats financiers. Aujourd'hui, personne ne discute le fait que la course de Roth coûte 680 euros parce que tout le package est complètement fait pour l'athlète. Ouais. Pour les pros et pour l'athlète. Les pros sont invités, les pros sont payés pour prendre le départ. Il y a plein de choses comme ça qui font la différence entre Challenge Roth et Ironman. Et je pense qu'il faut que Ironman aille dans cette direction-là. Sinon, S'inspire de ça un petit peu. Et puis, cette année, par exemple, ils ont intégré dans le prix de l'inscription l'assurance. C'est-à-dire que l'assurance annulation report l'année prochaine qui était facturée et qui est souvent facturée sur les autres courses, je crois que Roth le facturait 60 ou 70 euros. Cette année, ils l'ont intégré. C'est-à-dire que on sait tous que quand on s'inscrit un an à l'avance, on peut avoir des événements de vie qui fassent que vous puissiez pas vous rendre à la course. Et je crois qu'avec cette assurance, jusqu'à quelques jours avant le départ de la course, vous pouvez reporter à l'année prochaine ou annuler et demander un remboursement. Ça, c'est des choses qui, clairement, c'est de la plus-value et c'est positif pour l'athlète. Voilà un petit peu ce qu'on voulait dire. On est déjà à 1h15 et moi je voulais faire une petite aparté on voulait parler un petit peu d'une course. Alors c'est pas une course que j'aime beaucoup, mais c'est une course qui compte beaucoup dans le calendrier. Enfin, c'est pas que c'est une course que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette course, mais cette course me déteste. C'est l'Embrunman que j'ai couru à 4 reprises ou 5, je sais plus. À chaque fois que je fais Embrun, en fait, je perds un petit peu d'espérance de vie et de mémoire. tout le monde. Première fois que je l'ai fait, c'était en 2009. La deuxième fois, c'était en 2003. Après, il y a eu un gros hiatus. 2009 ou 2003 Pardon, 1999. Ah excuse-moi, je m'étais trompé de Oh siècle. papy Donc 99, puis 2003, et après j'ai dû faire ça l'année du Covid, je pense que c'était 2020 ou 2021, et puis de nouveau 2022. Et faut quand même démystifier un petit peu le truc parce que effectivement Embrun c'est une course qui est extrêmement difficile de par la nature du parcours vélo course à pied et les spécificités du départ. Alors il y a plein de choses qu'on n'aime pas, mais moi je voulais plutôt me faire un focus sur ce que j'aime beaucoup dans cette course, c'est que déjà à la fois c'est une course qui est traditionnelle, c'est une course qui est super bien placée au niveau du calendrier. Embrun c'est une belle partie de France. Le plan d'eau d'Embrun, c'est vraiment un beau coin. Vous avez les montagnes autour. Et on parlait de Cairns tout à l'heure pour faire une destination familiale. Embrun s'y prête quand même super bien. Et c'est vraiment une belle partie de France. L'eau, elle est plutôt très claire. Elle est plutôt belle. Il y a pas mal de salades dedans. Il y a pas mal d'algues et tout ça. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est surprenant les premières fois où on va y nager. Mais ce parcours natation avec un départ juste au moment où le jour commence à poindre, hein, et c'est quand même bien sombre. C'est quand même particulier. Départ sur la plage, plongée dans l'eau, et puis 2 tours du plan d'eau qui est pas très grand, mais qui en fait une natation quand même vraiment sympa, avec beaucoup de monde au départ, beaucoup de monde sur le bord, principalement à la première bouée où vous passez le long de la petite avancée, de la petite digue, où là il y a plein de monde, de petits pontons, il y a plein de gens qui gueulent, et c'est rare d'avoir des courses de natation où on entend les spectateurs. Il y a celle-là et il y a Roth qui me viennent à l'esprit. Et puis une sortie de l'eau. Vous rentrez directement en transition et puis vous partez sur le vélo en sortant de la ville d'Embrun. Et dès qu'on sort, en fait, on est direct dans le vif du sujet parce que je crois qu'il n'y a pas 1 mètre de plat. En fait, on attaque t'as jusqu'au 250, premier rond-point. t'as 250 Voilà, jusqu'au mètres. rond-point. Voilà, vous avez 250 mètres pour mettre vos chaussures parce qu'après c'est trop tard. Et derrière, vous attaquez tout de suite la montée des puits et là ça tape. Et il y a vraiment un point de vue que j'adore, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je voudrais juste refaire cette course, c'est que quand vous arrivez dans la montée, sur votre gauche, vous surplombez le lac et vous voyez encore tous les nageurs qui sont dans leur deuxième tour, les derniers du pack, et vous entendez le speaker et tout ça. Le soleil commence tout juste à sortir. Et petite anecdote, la dernière fois que je l'ai fait, ou l'avant-dernière, je sais plus, je rattrape Mike Phillips, dont on parlait précédemment, qui était à cet endroit-là, et il avait un petit peu de mal sur la mise en route, et il m'a dit non mais qu'est-ce que c'est que ce chantier, quoi. Il m'a dit on a fait 3 kilomètres, on est déjà 200 mètres au-dessus du plan d'eau, et cette vision elle est vraiment fantastique. Donc Mike avait droppé un petit peu, et puis après il était revenu et je l'avais plus revu de la journée. Voilà.
Mais donc cette première boucle de 40 qui était à l'origine le tour parce qu'il y avait un M qui se déroulait là-bas en Brun et je sais pas s'il existe toujours, mais Bon, là, cette année, ils font festival cette année, je te coupe 3 secondes, mais ils ont fait un petit peu cavalier d'ailleurs, parce que le triathlon d'Embrun, le club de triathlon d'Embrun, organise là, la semaine prochaine, le M, pas sur le même parcours, pas tout à fait, le L, et ils ont fait un XL. Et donc, cette année, Embrun, l'organisation d'Embrunman, fait exactement la même chose. Donc, ils ont gardé le M, mais ils font le half, ils font le trois quarts, et ils font le vrai Embrunman. alors savoir que alors moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'organisation du triathlon d'Embrun, donc pas Embrunman, parce ils nous livrent chaque année des belles courses. Savoir que le trois quarts, ce qu'on appelle le trois quarts aujourd'hui, donc le 4, 120 et 30, Alors, c'est c'est une 2,5, ouais 120 et 30. 2,5, bon voilà. Ouais. Mais c'est une course historique parce qu'il y a un moment où en Embrunman, il y avait ce qu'on appelait l'Embrunnaise et qui a existé de mémoire 3 ans, où le début le parcours vélo était amputé de la première boucle, c'est-à-dire que vous alliez vous enquiller directement en direction Guillestre, l'Izoard. En fait, les 120 ou 130 derniers kilomètres du parcours vélo étaient les mêmes. Mais donc voilà, cette première boucle du parcours vélo, elle est vraiment sublime. Vous êtes au bout de 10-15 bornes de montée, vous arrivez sur le haut, ça vallonne un petit peu. Et puis derrière, il y a une très très longue descente sur le lac, direction Savines-le-Lac, avec une très très belle descente qui est vraiment technique et extrêmement rapide. Et c'est superbe, vous descendez sur le lac. Et c'est là que vous savez si la journée va être compliquée ou très compliquée, parce que si jamais ça commence à souffler à cet endroit-là, ça présage d'une fin d'après-midi chaude et particulière. Parce que Ouais, cette descente-là, elle me fait penser à la descente aussi d'Aix-en-Provence. Donc moi, je l'ai fait que 3 fois à Embrun. Aix, je l'ai fait 10 fois. Mais systématiquement, sur toutes les éditions que j'ai fait, dans cette descente-là, j'en ai vu un au tas. Dans cette descente-là. Donc on va dire entre le 25 et le 35e kilomètre, à peu de choses près, ou entre le 20e et le 30e. Et ta course est finie au bout de 20 bornes. T'as une grosse partie de la saison, peut-être les années d'après, puisque dans la descente, qui est pas belle, si tu te loupes, tu vas dans le champ, certes, mais ça c'est si t'as de la chance. Mais si t'as pas de chance, tu finis un tout petit peu moins bien. Et pour des risques, mais qui ne valent rien du tout, qui ne valent vraiment pas le coup. complètement. Ouais. Donc calmez-vous. Là, cette année, à Aix, j'en ai vu un qui est passé de 60 à 0 dans le fossé. Hein. J'ai vu le gazier debout parce que il a fait le boule de flipper dans le mur, je pense qu'il doit s'en souvenir. Et j'ai vu son vélo à 3 mètres de hauteur, en plusieurs parties, un vélo puzzle. Donc je sais pas si c'était comme ça à l'origine, mais je crois pas. Et je le salue pas parce qu'on était 4-5 les uns derrière les autres dans la descente, avec des distances certes, mais dans la descente, on sait comment ça se passe. Le gazier, il a failli emmener tout le monde avec lui. Que lui, il prenne des risques, c'est une chose, mais qu'il emmène tous les autres avec lui, non, pas d'accord. Et là, c'est pareil. Ouais, on fait quand même du sport pour se faire plaisir, quoi. Et pas pour finir à l'hôpital. Donc du coup, mollo dans les descentes, il n'y a pas de maillot, vous jouez pas une qualif, rien du tout. Donc restez tranquille dans les descentes et mettez pas tout le monde en danger. Si vous voulez vous tuer, faites-le tranquille, mais pas là. C'était petit Tout seul. coup de gueule du papy 2. Et ouais, cette descente, alors pour ceux qui sont amoureux du cyclisme, dans la fin des années 90 ou début des années 2000, si vous vous rappelez, ce tour des 40 km avait été emprunté par le Tour et il y avait une descente exactement la même descente. C'était la grande époque des Vinokourov, des Lance Armstrong, des Incapi et tout ça. Et ils étaient tous à la bagarre dans la descente. Et Vinokourov s'en met une dans la descente. Donc Vinokourov qui sait quand même tenir un guidon. Hein. Il glisse, il s'en met une, tombe, se pète la hanche accessoirement. Et Lance Armstrong qui arrive juste derrière à ce moment-là. Non, saute, oh papy, je suis désolé, je peux pas laisser passer ça. Non. Comment ça Non, c'est pas Vinokourov. Vinokourov était devant. Et effectivement, c'est lui, ça arrivait à Gap. Et c'est pas tout à fait sur la même descente. C'est sur le même versant, mais c'est de l'autre côté. Et c'est Bellocchi, c'est Joseba Bellocchi. Bellocchi, t'as raison. Bellocchi oui, qui est devant. Bellocchi. Il l'appelle d'ailleurs le virage Armstrong, là-bas maintenant. C'est Joseba Bellocchi qui, à cause d'une invention de l'époque, et tu vas me dire, ah oui, c'est vrai, c'était les premières bandes qui servaient à coller les boyaux. Oui. Sauf que c'était en 2003, pour ceux qui étaient vivants à cette époque-là. C'était très très chaud. Première grosse canicule, 2003. Et donc, la bande avait fondu avec la chaleur, puisque c'était frein patin. Donc, entre la chaleur ambiante et les freinages,
La bande qui faisait très très bien son boulot, mais qui résistait pas à la chaleur, elle avait laissé un petit peu le Le boyau boyau flotter. a roulé et En serrant les freins, bah, du coup, puisqu'il y a un virage qui arrive, Beloki se met au tas, il se casse le cou de la hanche, le fémur. Lui, il avait fait. Bah, d'ailleurs, depuis, sa carrière était un peu compliquée, fini. Ouais. puisque c'était complexe. Et Armstrong, qui était juste dans sa roue, nous fait du cyclocross, redescend 500 mètres en dessous, et je te laisse finir l'histoire, parce qu'effectivement. Et ressort derrière à cet endroit-là. Mais l'aparté, c'était surtout pour dire qu'effectivement, ce coin-là, ces descentes, ce type de route, c'est des routes sur lesquelles il est très, 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 très facile de partir à la faute. Et, euh, et vous êtes à cet endroit-là qu'à 30 km dans la course. Et c'est pas. Enfin, d'aller prendre des risques à cet endroit-là, je pense que c'est le dernier moment et le dernier endroit où il faut prendre des risques. Donc vous arrivez sur le bas, vous traversez le pont de Savines-le-Lac. Et là, ça peut déjà souffler pas mal. Après, il y a un ravito à la sortie du pont. Il y a une belle montée à la sortie de Savines-le-Lac. Vous allez direction Embrun, donc c'est peut-être la partie la moins chouette du parcours. Et quand vous arrivez à Embrun, juste à l'entrée d'Embrun, vous repartez sur la droite pour rejoindre les balcons de la Durance. Là, c'est une route qui est sur la droite de la Durance, qui est vraiment très très belle, et c'est une partie qui est super importante du parcours parce que c'est pas simple, et c'est surtout une partie que vous allez faire à contresens quand vous allez revenir. Donc ouvrez bien les yeux, regardez bien ce que vous faites et où vous allez, parce que il y a une descente qui est extrêmement rapide quand vous revenez sur Embrun, et donc à l'aller vous le faites dans le sens de la montée, et c'est une partie qui peut être où il peut y avoir également, c'est très facile d'aller à la faute parce que le revêtement est plutôt bon à cet endroit-là, mais les virages sont assez techniques, et c'est pas à savoir que l'Embrunman n'est pas fermé à la circulation, hein. Donc il y a des endroits où il y a un peu de circulation, et sur cette route des balcons, c'est vraiment pas très large. Il y a souvent des gens qui suivent la course, et c'est très facile de se retrouver coincé ou gêné par une voiture. Donc on poursuit le parcours, les balcons, on arrive sur Guillestre. Il y a un bout de ligne droite là vers la carrière, les sources chaudes. 4-5 km de plat où il faut récupérer et surtout pas jouer au Grand Prix Formula One parce que le plat de résistance arrive. Et là, vous prenez à droite au rond-point, et là, ding, pan, donc vous montez, et là c'est pas simple, vous passez vers le supermarché là, et ça monte, et à partir de là, en gros, jusqu'au sommet de l'Izoard, vous remontez toute cette vallée, où il fait souvent pas très chaud. Si c'est des années où Embrun c'est pas la canicule, c'est un endroit où ça peut vite pas faire très très chaud. Donc vous allez continuer à remonter cette vallée avec un dédale de gorge qui est vraiment super beau, mais c'est long comme un jour sans pain. Si c'est un jour où vous êtes pas très bien, bah, c'est encore plus long. Si c'est un jour où vous êtes bien, moi je vous encourage à lever un petit peu le pied à cet endroit-là, parce que quand vous allez sortir des gorges, c'est vraiment là que ça commence. Virage à gauche et 14 km pour le sommet de l'Izoard. Et là, c'est très très long. L'enchaînement des trois villages de la mort qui tuent. Le dernier, c'est Brunissard. J'ai perdu le nom, mais donc en fait, vous montez en gros en ligne droite jusqu'au village de Brunissard, et à la sortie de Brunissard, c'est certainement une des parties les plus difficiles du parcours, où vous avez 1 kilomètre pour arriver au premier virage en épingle. Et ça monte quand même beaucoup, parce que je crois que c'est plus proche de 11-12% que 10%. Et une fois que vous avez fait le premier virage, après vous rentrez dans le bois de sapin, j'ai envie de dire que c'est un petit peu moins dur. C'est surtout très beau. Il y a des parties qui sont un petit peu plus ombragées. Il y a 5-6 km jusqu'à la case déserte, où là il y a un petit bout de redescente pour bien en profiter pour se boire et s'alimenter, et éventuellement se refaire un petit peu la cerise, avant d'attaquer la dernière partie de la montée qui a l'air d'être vraiment à portée de main, mais il y a encore un peu plus que 3 kills. 2,5. Il y a 2,5, t'as 800 ouais. mètres de 800 mètres de descente et 2 km et demi de remontée pour Ouais. arriver au sommet. Alors juste, je te coupe 3 secondes et demie, mais Vas-y. celle-là, je peux pas. L'Izoard, c'est un de mes cols préférés. J'y suis depuis 1999 à Embrun. J'y vais tous les ans et j'ai dû le grimper entre 35 et 40 fois. J'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est 37. Jamais, c'est un col sur lequel je me suis dit, super, j'ai fait une belle montée. Une fois, à la sortie de Brunissard, où justement dans le virage avant les sapins, je me suis dit, ah, celle-là, elle est plutôt pas mal, ça se présente bien, et continue comme ça, accroche-toi. Et juste avant, mais quand je te dis juste avant la case déserte,
Je me fais doubler. Ça arrive, je suis pas un pro, hein, mais j'étais quand même content de moi. Et le gars me parle. Donc déjà, il me parle, on est à 2000, hein, on n'est pas loin des 2000. Il me cause en italien, donc je suis désolé pour lui, je l'ai pas compris. Par contre, il me double, j'étais quand même pas super content. Et là, en fait, je regarde, je tourne la tête. Et il avait un vélo 16 pouces accroché sur son vélo. Et il tirait son gamin. Et là, je te jure, j'ai mis quasiment autant de temps pour faire les 2 derniers kilomètres que pour faire tout le reste. Il m'avait tué la tête. Parce que non seulement il me parlait, mais en plus il tirait son gamin. Et ouais. Ça, c'est une belle anecdote, ça. Et pour vous donner une idée, comme c'est la partie droite avant Brunissart et les villages qui sont avant, dont j'arrive pas à me rappeler le nom, ça me dérange. C'est pas Rosissart ? Et... Non. Non, c'est Brunissart en haut, mais les autres, enfin bref, vous avez une grande partie droite et extrêmement rapide entre les deux villages. Quand on fait les 7 majeurs, qui est une boucle dont je vous parlerai, Arvieux. Voilà, bingo. Entre Brunissart et Arvieux, il y a une grande partie droite qui est très très rapide. Et quand je fais les 7 majeurs, généralement, je le fais dans l'autre sens. Donc, je descends l'Izoard par le côté où on le monte avec l'Embrunman. Et dans la partie Brunissart-Arvieux, on avait un peu d'aide du vent dans le dos et j'avais pris 106 km/h. Donc, pour vous donner une idée que ça descend quand même de nuit. De nuit, parce que la journée, j'ai peur. Donc, mais ça, c'était, voilà, et bien chargé et tout. Et donc, voilà, ça monte quand même bien. Arrivé en haut de l'Izoard, là vous avez un ravito où vous pouvez laisser la veille ou le matin de la course votre sac qui vous est emmené. Donc si vous avez besoin de vous poser un petit sandwich ou un truc comme ça, ben faites-le parce que c'est souvent un endroit où vous êtes à 98 ou 99 km de mémoire quand on est en haut de l'Izoard. 95, vous avez fait la moitié du parcours et vous allez attaquer cette longue descente qui est très technique au début, c'est-à-dire que beaucoup de virages, des virages en épingle où il faut quand même avoir les yeux bien ouverts pour éviter de finir dans le talus. Arriver à une petite remontée avant Briançon, descendre dans Briançon, et cette partie-là, elle est technique parce qu'en fait, vous allez vraiment vous rendre compte de la chaleur. C'est-à-dire que vous arrivez en haut de l'Izoard où souvent il fait plus frais, il fait bien plus frais. Et plus on descend dans la vallée, plus on sent la chaleur qui monte. Et quand voilà, et c'est vraiment, vous avez l'impression de rentrer dans un four, quoi. Et là, quand vous arrivez dans Briançon, dur, vraiment dur, la chaleur, le monde. Et puis surtout, vous venez de faire 15-20 bornes de descente et derrière, il faut rattaquer la descente de la vallée. Et la vallée de la Durance, elle a cette particularité, c'est-à-dire qu'elle est soumise aux entrées maritimes. D'ailleurs, quand vous regardez les arbres dans la vallée de la Durance, ils sont tous à 20 degrés d'inclinaison et ça vient de la mer. Donc les arbres, ils poussent pas comme ça pour faire beau, hein, ils poussent comme ça parce que y a du vent tous les jours dans ce sens-là. En fait, le phénomène météorologique, c'est la chaleur en bord de mer fait évaporer l'air se dilate et quand il se dilate, il gonfle et le seul endroit où il peut aller, c'est remonter dans les vallées et il arrive à Embrun pour faire chier les cyclistes. Et donc là, on repart direction Embrun depuis par les côtés. Donc là, évidemment, c'est pas plein. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Jusqu'à arriver au kilomètre 150e où là, il y a le plat de résistance du parcours qui, pour moi, est la partie la plus difficile. Peut-être une des parties les plus difficiles à gérer de beaucoup de triathlons un peu extrêmes. C'est cette côte de Palon qui est exposée plein sud, vent dans la gueule et qui monte vraiment beaucoup. C'est très long. Ça fait 1 kilomètre et demi, ouais, c'est ça, jusqu'à la Roche en haut. Et pour la petite anecdote, une année, moi, juste en haut de la côte de Palon, quand vous arrivez dans le premier village, il y a une fontaine à droite, et on était 3 couchés dans la fontaine. 2003. On était 3 couchés dans la fontaine parce que monter la côte de Palon, à l'époque où quand on faisait Embrun avec 42-28, on était catégorisé dans la catégorie des petits zizi. Et arrivé là-haut, on était tous dans la fontaine complètement en surchauffe. Et cette côte de Palon, c'est vraiment le plat de résistance. C'est pas là que la course peut se faire, mais c'est certainement là que la course peut se perdre. Et il faut vraiment pas s'énerver, être sûr qu'on a le bon développement. Moi, la dernière fois que j'avais fait l'Embrun, j'avais eu la bonne idée de le faire avec un vélo de chrono, avec un single. Donc, j'avais 50-33 derrière et c'était un petit peu limite pour cette partie-là. Ah ouais, t'es couillu, toi, quand même. Ouais, je l'avais roté un moment. Et le retour sur Embrun, après, forcément, il est un peu plus compliqué, quoi. Quand vous vous êtes fait sauter les jambes dans la montée de Palon, le retour, l'aéroport, le vent dans la gueule et tout, là, c'était vraiment limite. Retour par les balcons, arrivé à Embrun avec 178 km et là c'est bon, on est arrivé du coup.
Bah, c'est bon, on est arrivé. On voit le parc à gauche. On voit le parc à gauche, le parc il est là. Ah non, les bénévoles qui n'ont rien compris, ils te disent de monter là-bas, à Chalvet. Voilà. Donc faut monter Chalvet et là c'est vraiment très long. C'est vraiment très très long parce que la montée de Chalvet, en fait, plus vous montez, plus la route se rétrécit. Vous arrivez en haut, et plus c'est raide. Plus vous arrivez en haut, c'est carrément un chemin de bique. Hein. Il y a de l'herbe au milieu de la route, des gravillons. C'est vraiment. On se demande d'ailleurs comment il peut encore organiser une course là-bas parce que la descente du haut de Chalvet, c'est vraiment chaud cocotte quoi. Les mecs, on a 185 km dans la gueule, on voit plus la route. Et il fait très très chaud. Le goudron fond, il y a des gravillons qui ont été mis parce que le goudron fond. C'est une descente en S et vous n'avez pas le temps de récupérer, vous arrivez en transition et c'est parti pour le marathon. 3 tours, 14, un aller-retour sur la digue bien exposé au vent, la gueule au soleil, sans ravitaillement, et redépart dans l'autre sens, départ direction le centre-ville, léger faux plat montant jusqu'au pied de la grosse montée qui vous monte dans le centre-ville. Et là, c'est très très long. Il y a 2 bons kilomètres de montée avec des passages qui sont proches de 13-14% et pas aller faire le con à cet endroit-là. Le ravitaillement, il est bien placé au pied. Alors, il arrive un peu tard ce ravitaillement, mais il est bien placé au pied. Et moi, je vous encourage vraiment à vous charger à ce moment-là et bien boire et manger dans la partie montante qui, sauf si vous allez jouer la gagne ou jouer une place devant dans le groupe d'âge, ça sert pas grand-chose d'essayer de la courir parce que vous allez vous faire sauter le caisson, quoi. Musculairement parlant, t'es quand même déjà bien attaqué. La course à pied en côte, sauf ultra spécialiste, et c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais ce que tu dis, c'est important. Il faut pas aller jouer au guerrier. C'est que quand t'arrives en haut, t'as pas beaucoup plus d'air. Quand tu montes, si tu fais un effort un peu trop intense, tu te rafraîchis pas, bien au contraire. Sauf que, physiologiquement, t'as fait sauter le caisson. Tu le rafraîchis pas comme ça tout de suite quand t'es exposé. Il y a pas d'ombre sur le marathon, quasiment pas. Et dans la descente, parce que tu as mis 2 km à monter, tu mets beaucoup moins à le redescendre. Et ça a l'air d'être une partie de récupération, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que quand tu as les jambes en bois, la descente, elle n'est pas facile. Et pourtant, s'il y a bien un endroit où on peut gagner du temps, c'est bien là. Mais c'est pas si évident que ça. Ouais, surtout que ça descend vraiment beaucoup. Hein. Ça tabasse. Hein. Et si vous êtes vraiment pas bien, là, si vous êtes fait sauter les jambes dans la montée, la descente, vous n'allez pas l'amortir. Et ça va très mal se passer. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que l'enchaînement boss, vous allez le faire 3 fois, quoi. Parce que, c'est-à-dire que tous les 14 km, vous allez revenir au même endroit et vous avez le droit de faire un tour gratos. Finalement, c'était bien avant quand il y avait que 2 tours. Parce qu'à une époque, il y avait que 2 tours. C'était bien. Voilà. La bosse, on la faisait 2 fois, et 2 fois, c'était bien, moi, je trouvais. Et donc, la fin du parcours, elle est un petit peu moins dure. C'est l'aller-retour sur la digue. Beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. Un peu de chemin, un peu de goudron. Il y a un petit peu plus d'ombre dans la deuxième partie du marathon parce qu'il est déjà un petit peu plus tard. Il faut pas oublier qu'on passe quand même quelqu'un qui va courir 10 heures sur un Ironman normal. En brun, vous allez être plus proche des 12-30. J'ai tendance à dire 1h30, 2 heures en bonus. C'est les promos en fait. C'est quand tu achètes une course à 10 heures, tu en as une 12e offerte. Exactement. Et donc ce parcours course à pied qui est vraiment sympa dans le sens où il y a vraiment tout le temps beaucoup de monde. Et si vous avez la famille qui est là pour vous encourager, il y a plein d'endroits en fait où ils peuvent vous voir en se plaçant un petit peu stratégiquement. Et puis une belle ambiance, quoi. Donc voilà, on voulait faire un petit up à cette course traditionnelle du calendrier français, qui je pense que tout triathlète devrait mettre à un moment ou à un autre à son calendrier, et puis essayer de penser à faire parce que ça fait partie de l'histoire de notre sport, et tant qu'elle est là, il faut en profiter, quoi. Alors 2 choses. La première, c'est que cette année, c'est la 40e édition. Donc on pense que ça va être encore un tout petit peu... il va encore y avoir certainement des surprises, il va y avoir des athlètes présents, ça va être une vraie belle édition, un bel anniversaire à fêter. Et puis moi je fais partie de ceux qui ont commencé le triathlon en France, où on me disait de toute façon, si t'as pas fait Embrun, si t'as pas fait Kona, t'es pas un triathlète. Donc c'est pour classer le monument qui à l'époque en France avait quand même la réputation d'être une épreuve... À l'époque, il y avait 4 grandes courses dans le monde. Il y avait Kona, Nice, Embrun et Zofingen. Ça en fait quand même 2 en France. Ouais. Et c'était vraiment des courses c'était les grosses courses du calendrier, et vous aviez les grosses stars du circuit qui étaient présentes sur toutes ces courses-là. Et voilà. Et Embrun a gardé son aura, a gardé son indépendance.
Gérald et qui il est, quoi. Hein. C'est pas quelqu'un qui est facile, mais au moins il a réussi à maintenir un certain degré d'indépendance avec sa course. Alors on n'est pas toujours tout d'accord avec ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, mais au moins il a eu le mérite de garder cette course et ce mythe bien vivant. Et rien que pour ça, je pense que ça nécessite de célébrer cette course et de la mettre à un moment ou à un autre à votre calendrier parce que c'est une belle destination, c'est une belle course. Je veux juste terminer le briefing sur un point qui pour moi est déterminant sur Embrun. C'est certes, il y a le côté physique, la natation, le vélo, la course à pied, tout mais on sait que la 4e discipline, c'est l'alimentation. Et sur Embrun, t'en parlais tout à l'heure au sommet de l'Isard, pour moi, les ravitaux sont quand même un petit peu légers. Et si je peux... c'est léger. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc, ils sont existants. Mais autant sur le liquide, on peut se ravitailler en eau, autant sur tout le reste, s'il y a bien un petit tips que je voudrais donner à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude et qui vont peut-être le faire cette année ou dans les années à venir, prévoyez l'autonomie en termes d'énergie. Que ce soit en termes d'alimentation solide, liquide, prévoyez de quoi faire vos ravitaux à vous. Ne vous en remettez pas à l'organisation parce que c'est prendre un risque qui n'a pas lieu d'être. Et pour la petite anecdote, en 2009, la première fois où je l'ai fait, c'est Eric Amateis, donc l'organisateur du Natureman qui nous a quittés récemment, qui pour moi me sauve la course parce que s'il n'y a pas la marque qui distribue à l'époque, je suis encore dans la fontaine au ravito sur le marathon et je pense que je finis pas la course. Parce que au ravito, c'est pastèque tomate, hein. Donc pastèque tomate, ça va pas vous emmener sur le marathon, quoi. Barre céréales du Super U, banane et coca. Hein. Donc c'est un peu léger. C'est un peu léger. Donc prévoyez large quand même parce que le marathon, vu la difficulté du parcours, à part pour le commun des mortels, hein, pas pour les Arthur Orso et les Léon Chevalier, mais pour le commun des mortels, on y passe quand même un petit peu de temps sur le marathon. Donc vaut mieux prévoir le casse-croûte et puis passer un petit peu de temps pour l'avoir parce qu'au niveau ravito c'est quand même light. Donc voilà. Et pas merci à Arthur Orso et à Léon parce que du coup il y a plein d'athlètes qui se disent je vais faire Embrun donc du coup je peux prendre l'anti et contre la montre. Non parce que tout le monde n'est pas Léon et tout le monde n'est pas Arthur. Donc non prévoyez tranquille. On va pas faire du 36 de moyenne sur Embrun tout de suite. Non, pas tout de suite. Voilà les amis, un épisode un petit peu plus long, on a discuté de plein de choses et puis de n'importe quoi, un vrai épisode de Bandit. On vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine et on vous dit à bientôt, ciao ciao. À très bientôt, ciao ciao.